My name is So Spencer, votre go so sweet, so chill. Et comme d'hab, je suis accompagnée de ma team de choc. Elles sont là, comme toujours. Florence et Leïla, ça va pas? Ouais. On est là pour débriefer de l'actu. Vous connaissez la chanson maintenant. Alors comme tous les mardis, venez passer 2 heures avec nous. Vous pouvez nous écouter et aussi nous regarder en live sur move.fr. Au menu de la pluie et le beau temps aujourd'hui, en cette fin d'année, on a souhaité nous intéresser au rapport des jeunes avec le travail. La 3e édition du baromètre massif sur les jeunes et l'entreprise a permis de montrer qu'ils sont en train de réinventer leur vision du travail et surtout leurs exigences en entreprise. Vous verrez qu'entre quête de sens et télétravail, les codes de l'emploi ont complètement changé, notamment depuis la crise sanitaire de 2020. Les concours de beauté favorisent-ils le concept de la femme objet avec l'élection d'Ève Gilles, notre nouvelle Miss France 2024 et toutes les polémiques à propos de son physique depuis ce week-end? On a voulu se pencher sur l'histoire de ces concours de beauté qui mettent en compétition des femmes selon leur physique à skip. À l'heure où la société évolue et que le féminisme est ancré dans les mœurs, peut-on estimer qu'ils ont fait leur temps ? Alors que les besoins en eau dans le monde ne cessent d'augmenter, la ressource est quant à elle limitée. Les récents épisodes de sécheresse en France et un peu partout dans le monde nous ont prouvé qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'eau est un défi majeur pour le 21e siècle. On va s'intéresser à notre consommation d'eau en bouteille, mais aussi à la situation dans les dom-toms et plus particulièrement à Mayotte. Vous savez, le département français de l'océan Indien qui est frappé par une sécheresse exceptionnelle. Qui dit fin d'année dit l'heure du bilan ou encore des rétrospectives. Artiste le plus streamé cette année, nombre de kilomètres en train parcourus ou encore nombre d'articles lus en 2023. Bref, chaque année, nos applications nous font le récap de nos activités des mois passés. Pourquoi ce concept fonctionne et pourquoi les gens en sont accros. Tout ça et bien plus encore, c'est dans La pluie et le beau temps, épisode 17 déjà. Ah, c'est parti. La pluie et le beau temps. La pluie et le beau temps. Aïe aïe aïe, la fin d'année, c'est le moment idéal pour faire le bilan et nous, on a voulu faire le point sur l'année passée au travail et plus particulièrement le rapport qu'ont les jeunes avec le travail. Le 7 décembre dernier, la Massif et la Fondation Jean Jaurès ont publié les résultats de la 3e édition du baromètre sur les jeunes en entreprise. Alors pour vous expliquer, c'est une enquête d'opinion menée entre octobre et novembre 2023 auprès de 1000 jeunes Français entre 18 et 24 ans et voici les résultats. Du coup, pour 54% d'entre eux, donc plus de la moitié des jeunes, le premier emploi sert à gagner de l'expérience avant même de subvenir à leurs besoins. 48% pensent que le manque d'expérience c'est le premier obstacle pour obtenir un emploi. 74% des jeunes pensent que les stages ont été utiles dans leur vie et dans leur parcours. 67% estiment que les stages ont été utiles dans leur compréhension du monde de l'entreprise. Et enfin, 67% affirment que les stages leur ont permis de préciser leurs attentes par rapport à l'entreprise. Les filles, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous vous sentez concernées du coup par ces réponses des jeunes en entreprise? Ouais, de ouf. Moi, je trouve que les stages, c'est vraiment un moyen d'apprendre beaucoup plus vite que quand tu es en études. Ouais. Donc, ça te permet vraiment de concrétiser. Des fois, en genre 3 mois de stage, tu fais tout ce que tu as... Tu fais tout ce que tu as fait en un an de cours, tu vois, même en 3 ans. Ouais, c'est clair. Très cool. Et toi? Ouais, bah oui, carrément. Moi, personnellement, ça a été franchement l'élément déclencheur de ma carrière professionnelle. Et en plus, ça m'a permis de voyager parce que j'ai fait des stages en Angleterre, au Canada. Et grâce à ça, j'ai pu... Cool. Ouais, franchement, je le conseille à tout le monde, à tous les jeunes. Partez, vivez votre expérience. C'est dur à trouver, mais ouais. c'est trop cool. C'est chaud. C'est trop dommage que ça soit aussi dur à trouver. Des fois, pour un stage, on te demande genre de l'expérience. Ouais, Tellement. ouais, Ça n'a aucun c'est toi sens. mon expérience. Carrément. Moi, j'étais passée par un organisme et j'avais payé. J'avais Tu vois, carrément c'est payé pour atroce. faire mon stage, Non, tu vois, c'est j'étais atroce. tellement déter, j'étais en mode je paye, je m'en fous. Tu vois, mais honnêtement, Mais si c'est c'était à ouf refaire, d'en je le arriver referais. là. Ouais, c'est clair. En tout cas, parmi les résultats de cette annonce, de ce baromètre que je trouve personnellement très représentatif, il y a ceux qui concernent le télétravail. Bon, alors à votre avis, est-ce que les retours sont positifs sur cette nouvelle manière de travailler? Mais bien sûr. Je pense, mais je suis contre. Ok, on Je aura suis pas l'occasion d'en contre, mais parler. je me dis, je comprends pas comment on peut préférer le télétravail. Mais bon. MDR, c'est toi qui dis ça. Attendez, on va vous expliquer. Ah non. Attendez, bon, en tout cas, vous avez raison, les filles. C'est vrai que depuis la crise sanitaire, le télétravail, bon, c'est rentré dans nos habitudes de taf, n'est-ce pas, Flo? Et cette année, en vrai, le télétravail... Non, mais déjà, vous deux, il n'y a pas que Flo qui va prendre pour le Mais télétravail. moi, j'ai pas dit non. Moi, j'ai pas dit je suis contre. Flo, elle est arrivée, elle a dit je suis contre. Je suis pas contre, mais je préfère venir. MDR, on va vous expliquer, vous inquiétez pas. Juste, je termine parce qu'en vrai, il y a des informations intéressantes. En vrai, 52% des 18-24 ans souhaitent avoir la possibilité de travailler chez eux, quelquefois, contre 42% en 2021 et 44% en 2022. Ça veut dire que déjà là, on a fait un bond de 10% en un an. Par contre, c'est seulement 12% des jeunes qui aiment le 100% télétravail. Donc en fait, là, on est sur un mix entre le présentiel et le télétravail. On va avoir l'occasion d'en reparler avec toi, Leïla, mais nous, c'est vrai qu'on a cette possibilité. C'est pour ça
ça qu'on rigole, en fait, on vous explique. Nous, on peut, si on le souhaite, un peu travailler chez nous pour préparer nos émissions. Et Flo elle a dit, elle est contre. Non, je suis pas contre, je préfère venir ici. C'est vrai. Ok. À quelle heure? Ça, mais il y a par télétravail, contre, elle aime ils bien le veulent- télétravail, le 100% Ouais, de télétravail. ouf. Moi, je viens le mardi. Moi, je kiffe. Mais le mardi, on n'a pas le choix. J'aime le présentiel et j'aime la possibilité de pouvoir travailler chez nous. Surtout en hiver, on va pas se mentir. Alors oui, on va se pencher sur le télétravail parce que depuis 2020, il a totalement changé nos codes de travail. On écoute justement une interview micro-trottoir réalisée par le média Happy to Meet You l'année dernière. Pour ou contre le télétravail? Contre, parce que je trouve que ça favorise pas le contact humain avec les gens. Pour et contre. Je préfère être en entreprise, tout ça. Télétravail, ça fait pas de mal. Se lever un peu plus tard et travailler de chez soi, c'est cool quoi. Je suis entre les deux, on va dire. Je trouve ça plus compliqué quand même de travailler chez soi. Je trouve que c'est compliqué d'être motivé à bosser. Enfin, moi, je sais qu'au niveau des cours, c'était assez compliqué. Donc, je pense que pour les gens qui bossent, c'est la même chose. Trouver la motivation. Faut trouver la motivation. Du coup, c'est mitigé en fait parce Arrête que de me regarder, ça. non, mais je suis dedans aussi, t'inquiète, on est grave ensemble, Flo. On est grave dans la team. Moi, je suis avec Leïla. Ah non, moi, je suis team présentiel. Léla, Comme c'est moi. l'élève studieuse, exactement. En tout cas, c'est mitigé parce que certains reconnaissent que quand on est entêté, télétravail, t'as capté pour les intimes, faut vraiment trouver la motivation. Par contre, ça reste vraiment super pratique et c'est pas pour rien que dans ce fameux baromètre de la Massif et de la Fondation Jean Jaurès, les jeunes et l'entreprise, ils ont révélé, enfin pour 50% d'entre eux, ils sont nombreux à avoir révélé que le modèle présentiel télétravail, c'est vraiment la forme de travail idéale. Léla, est-ce que toi, tu penses qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le télétravail, c'est devenu limite obligatoire, tu vois, genre, s'il n'y a pas l'option télétravail, on postule même pas dans l'entreprise. Ah, bah déjà, pour beaucoup de jeunes salariés du coup du secteur tertiaire, en gros, il suffit juste d'une connexion internet, d'un ordi pour pouvoir travailler. Donc que ce soit chez soi, dans le train, dans une bibliothèque, un café, un hôtel, bref, partout où on se sent bien en fait. Ouais. Et du coup, en fait, le travail hors bureau, c'est vraiment la grosse rupture qu'il y a eu entre le monde du travail d'avant et celui d'après le Covid. Et du coup, vous êtes team. Eh, vas-y, la réponse Là, elle là. Donnez-nous la vraie réponse, Flo, tu peux te justifier. Mais moi, je suis team présentiel. Je le dis haut et fort, sauf. Mais parfois, les aléas de la vie font que oui, c'est pratique. Mais sinon, je préfère mille la fois venir. pluie, la neige, le froid, Le la beau temps flemme, aussi. Non. prendre le métro. Pas du tout. Après, Non, mais j'avoue après, que... je comprends que tu peux être moins efficace chez toi. Genre, moi, je viens tout le temps, c'est parce que chez moi, je me sens moins efficace que quand je viens. tu Mais moi, vois. je suis moins efficace, j'ai l'impression, quand je viens. Malheureusement. Ok. Ah ouais. Moi, je préfère être en présentiel, mais j'avoue que parfois, t'as juste pas envie de faire la route. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, Si c'est jamais les t'as- transports, tu vois, le gain de transport. Ou Et moi, même c'est plus- l'essence. Enfin, je veux dire, tu vois, à un moment donné, Ouais. c'est pratique, c'est utile aujourd'hui, et je pense qu'on devrait pas s'en priver. Mais bien sûr, mais moi, j'adore venir pour parler avec des gens, mais c'est ces gens-là qui me mettent en retard. tu vois. Évidemment, on va régler nos comptes juste tout le après. Aujourd'hui. En tout cas, ça veut dire qu'on peut habiter à Marseille et aussi travailler à Lille, par exemple. Ça, c'est cool. Ouais, en fait, ça ouvre le champ des possibles en termes de travail, puisque ça veut dire que peu importe si on habite dans une grande ou une petite ville, à la campagne ou en ville, dans une zone isolée ou super bien desservie, en fait, on est en capacité de travailler. Et c'est pour ça que la génération de jeunes diplômés, elle exige avant tout la flexibilité et la liberté, du coup, de travailler où et quand elle veut. Et du coup, selon une étude People at Work qui date de 2023, en France, il y a plus d'1 collaborateur sur 10 qui travaille depuis n'importe quel endroit, du coup, en France ou même dans le monde entier. Ah ouais, ça c'est. Sans se rendre sur site. Et en fait, cette généralisation du télétravail, elle a déjà un effet sur notre rapport au logement. Et du coup, c'est ce qu'expliquait Lucille Mététal. Donc, c'est une urbaniste et c'était au micro de France Inter. Le télétravail a changé notre rapport au logement parce qu'il nécessite plus d'espace, de l'intimité, de la lumière. Éventuellement un rapport à l'extérieur aussi, avoir un jardin, etc. De fait, on a observé avant la pandémie, qui a eu aussi un effet sur les déménagements, et aujourd'hui avec l'installation du télétravail, une augmentation des déménagements hors Île-de-France, de 12% hors Île-de-France, en troisième couronne. Oui. Donc les départements de l'Oise, l'Eure-et-Loire, l'Eure, et puis dans des lieux plus lointains, donc des lieux de villégiature ou des communes rurales.
Mais du coup, les effets, ils sont quand même assez... ils sont discrets pour l'instant parce que c'est généralisé que depuis 2020. Mais du coup, attends, quand tu dis que le télétravail s'est généralisé, est-ce que c'est toutes les entreprises du tertiaire qui le font ? Déjà, en 2023, je trouve que c'est rare de trouver un salarié du tertiaire qui a aucun jour de TT dans son emploi du temps. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, en France, on télétravaille 0,6 jours en moyenne dans la semaine, sachant que la moyenne mondiale, c'est 0,9. Donc, on est quand même bien en dessous. Et par exemple, aux États-Unis et au Canada, donc c'est les pays dans lesquels on télétravaille le plus, on est à 1,6 jours en moyenne. Ça veut dire qu'en France, on essaye de faire comme les US et au Canada, quoi. En vrai, c'est ce que, en tant que salarié, on aimerait bien, tu vois. Et en fait, il y a plein de syndicats qui demandent à doubler le temps de télétravail à ce qui passe à environ 1,4 jours par semaine, enfin moyen par semaine. Et en fait, parce que selon eux, il y a des avantages de ouf comme les économies de transport qu'il peut y avoir ou juste le fait d'avoir plus de temps. Mais j'ai dit quoi ? Le fait d'avoir plus de temps. Mais après ça coûte cher, c'est quoi ? Merci. Ouais, mais voilà. derrière, tu payes aussi ton cadre de vie, tu vois. Genre, tu payes ton électricité, ton machin, ton truc, et ça te coûte vachement. Oui, bon, c'est vrai. Oui, mais c'est quand même plus agréable. Enfin, moi, je sais que des fois, il y a juste des fois où j'ai envie d'être Mais dans ça mon dépend lit où et tu taffer vis, depuis tu mon vois. lit, Moi, tu je vois. sais que pendant le confinement, il y avait beaucoup de télétravail. J'étais en études et en fait, trop pas pratique pour moi. Enfin, j'étais pas privilégiée par rapport à d'autres personnes. Enfin, j'étais tout le temps dans la même pièce, en studio. Ouais, mais c'est ça aussi si t'habites dans une grande maison et que t'as la possibilité d'avoir une salle pour taffer. C'est différent que si t'habites dans un studio où tu vois ta vaisselle qui est pas faite, pendant que t'es en train de taffer, que t'es dans ton lit parce que t'as nulle part où te mettre ailleurs. Mais pendant le confinement, avoir un extérieur, c'était un luxe. Hein. Mais moi, j'avais pas un ça, tu vois. balcon, une terrasse, enfin bref. Du coup, il y a plein de patrons qui aiment pas le télétravail. Moi, j'en ai connu. Ah ouais ? Ah ouais, non, c'est horrible. Tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, eux, ils sont plus team présentiel parce que eux ils veulent avoir un contrôle sur leurs salariés et surtout sur la manière dont ils effectuent les tâches qu'ils demandent. Et en fait, alors que du côté des jeunes salariés, c'est plus qu'un choix, c'est une exigence comme on disait tout à l'heure. Ils veulent plus que le travail soit au centre de leur vie et que ça rythme leur vie. Donc le télétravail, c'est devenu un peu une partie de la marque employeur d'une entreprise, surtout vis-à-vie des jeunes, du coup, qui vont bouleverser le monde du travail dans les prochaines années. Ouais, non mais carrément, c'est vrai que c'est devenu un truc, une marque employeur, mais carrément. Ils font la promo de ça, tu vois. Mais même, il y a plein de gens qui, si dans une liste, enfin, si par exemple, dans les tâches ou dans les avantages d'un job, t'as pas le télétravail, t'as plein de gens qui se retournent même pas sur l'offre. Mais moi, je trouve aussi que c'est l'inverse. Quand il y a que ça, 100% TT, t'es genre, ah ouais. Moi, 100% TT, je me dis, c'est dur. Ce job n'existe pas. Après, c'est une arnaque. Attention les filles, tous les jeunes ne veulent pas faire du télétravail. Il y a aussi une petite minorité qui est contre. Petite minorité de Flo. Il y a des gens qui sont contre, même les jeunes. Ouais, et souvent, ça, c'est des gens qui ont mal vécu l'isolement qui a été créé par le confinement, comme Flo. Non, mais je te comprends, en vrai, c'est chaud. Ou des gens qui ont du mal à dissocier le temps perso du temps de taf quand ils sont chez eux, ou même des gens qui ont juste du mal à se concentrer chez eux. Et en fait, du coup, pour beaucoup, travailler sur site, c'est aussi un moyen de se faire des amis ou juste d'avoir une vie sociale. Et pas seulement pendant le taf, c'est aussi pendant les pauses déjeuner ou même pendant les pauses café, tu vois. Après, télétravail ne veut pas dire être à la maison. On peut aussi, on n'est pas obligé de télétravailler seul chez soi. Surtout avec les espaces de coworking et de bureaux flexibles qui se multiplient un peu partout et qui attirent de plus en plus. En gros, le marché du coworking mondial, du coup, il pourrait passer de 30 milliards de dollars en 2018 à 120 milliards de dollars en 2025. Donc, vous voyez, ça va quadrupler. Ouais, et en fait, ça a beaucoup de succès parce que c'est des espaces de vie souvent super bien placés, bien décorés, avec un espace de restauration. Des fois, il y a même des salles de sport, il y a des after-work, enfin bref, il y a plein de trucs. Et il y a aussi des nouvelles plateformes qui te donnent des restos ou des bars dans lesquels tu peux aller télétravailler juste en consommant genre un verre, tu vois, et ça, c'est trop cool. T'as le nom d'une plateforme ? Ouais, c'est CAFO. CAFO. Et donc c'est un site qui référence un peu tous les sites de votre ville où vous pouvez taffer quand vous voulez. Ça c'est cool. Et du coup je trouve que ça montre que c'est pas vraiment sortir de chez soi le problème et que c'est plus qu'on se sent pas super bien au bureau quoi. Et du coup nous par exemple on peut travailler partout sauf les soirs d'antenne. Mais est-ce que ça vous arrive vous de préparer des émissions genre dans des espaces de coworking comme ça ou dans des cafés et tout? Ouais, carrément. Je l'ai déjà fait, ouais, bien sûr. Moi aussi, café, j'ai déjà fait, j'aime bien. Ouais. Mais je trouve que ça a quand même ses limites parce que, je sais pas, c'est différent. Enfin, moi, ça me distrait trop vite. Genre, je sais que je peux voir quelqu'un passer avec un chien bizarre. Je vais regarder son chien bizarre, je vais arrêter de taffer. Et puis même, Leïla, il faut qu'elle soit dans son bureau à Radio France, devant son PC, nettoyé avec sa microfibre pour avancer. Mais j'avoue, moi perso, je peux pas bosser s'il y a du bruit.
Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais qu'à l'ancienne, j'aimais bien aller dans les bibliothèques pour bosser ou même réviser quand j'étais étudiante et tout. Ça, c'était un truc que je kiffais. Mais faut bien choisir son espace de travail. Après, on n'a pas tous les mêmes méthodes. Là, toi, tu kiffes bosser en musique. Enfin, toi, ça te dérange, Flo, ça te dérange pas forcément. Rien me dérange en termes de bruit, moi. Du moment que t'es concentré, t'es concentré. Tout ça choque. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'espace de travail, en fait, ça compte beaucoup quand même dans la productivité des employés. Et on considère que l'espace de travail, c'est vraiment le reflet de la culture d'une entreprise, de ses valeurs, de son engagement aussi envers le bien-être de ses collaborateurs. Et là, tu parlais du télétravail, encore du flex office, donc le fait de pouvoir s'installer où on veut. Mais il y a aussi le bureau Hotling. Ça vous parle ou pas? Non, c'est quoi? Non. Et ben en fait, comme son nom l'indique, c'est un système de réservation via lequel tu peux réserver tes espaces de travail en fonction de tes besoins quotidiens ou hebdomadaires. C'est genre comme un hôtel de jour en fait. Ok. Ouais, franchement, c'est à disposition. Tout est mis à disposition. Et ça, c'est l'entreprise qui te le paye ou c'est ta pas poche? du tout, ma merde. Tu te débrouilles. Voilà. Déjà que de base, ils te fournissent un bureau. Si tu veux pas y aller, tu te débrouilles. 19h19, toujours en direct de votre hebdo qui décrypte toute l'actu culture et société. C'est la fin d'année. Il est temps pour nous de faire le bilan global de nos vies, de remettre nos existences en question. Comme si on avait 50 ans. Bon, alors nous, on n'a pas 50 ans, mais on bosse. Et pour la plupart, depuis nos 18 ans, on travaille. Les filles, vous avez commencé à travailler à quel âge, vous? Mon premier contrat, c'était à 17 ans. 17 ans, ouais. Et toi? Ouais, moi aussi, j'ai fait des jobs à côté de l'école. Ouais, donc très tôt, on a connu le monde du travail. Moi, j'ai commencé déjà à l'adolescence. Je faisais des petits boulots sur le marché. Et c'est la première entreprise. C'était mon rêve de travailler au marché. Mais non. Moi, j'avais des thunes toutes les semaines et je m'achetais des sapes au marché. Donc, t'as capté ou pas? Elle était dans l'économie circulaire. T'as capté, Lille. C'est exactement ça. Du coup, quand j'ai eu 18 ans, je suis rentrée en entreprise dans le monde du travail. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, les attentes sont différentes. Alors, bien sûr, en termes de salaire, on sait ce qu'on vaut sur le marché, plus on évolue. Donc, on commence à s'affirmer, notamment dans les négociations. Et d'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure, mais le baromètre du rapport des jeunes avec le travail de la Massif a dévoilé que 43% des jeunes qui ont été interrogés veulent avoir un poste bien payé. Et c'est même leur principale attente vis-à-vis de leur emploi. Du coup, moi, j'ai une question pour vous. Comme nous, on travaille dans les médias. Alors, c'est un secteur assez particulier que peu de gens connaissent. Nous, on est payé au cachet, etc. Donc, est-ce que pour vous, le salaire est prédominant dans vos attentes ou est-ce que vous préférez faire le métier de vos rêves? Je pense avoir un petit peu la réponse, mais... Nous, c'est un cas de figure différent dans le sens où... Moi, j'ai la chance de faire un métier que j'adore. Donc, Et je pense que pour moins que ça, je l'aurais accepté aussi. Ok. Toi, c'est pareil? Moi, ça dépend. Je pense que j'aimerais bien allier les deux, mais j'ai quand même besoin d'une reconnaissance minimale. Parce que j'estime qu'on a toute une valeur et qu'il ne faut pas non plus céder à tout pour des idéaux. Ouais, non, mais je comprends. Ok. Après, il y a une autre information par rapport à ce baromètre de la Massif. 43% des jeunes interrogés disent vouloir changer de métier au cours de leur carrière. Et je remarque un truc vraiment, c'est qu'en fait, le CDI, c'est plus du tout si tendance que ça. Ouais, ça date. Genre, ça date. Grave. Tu vois, les jeunes, ils veulent vraiment avoir un travail qui a du sens pour eux, qui t'a gagné moins, comme je disais il y a quelques minutes. Et du coup, il y a comme une quête de sens à nos vies. Flo, quand on sait qu'avant le travail rimait avec obligation, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Mais déjà, c'est fou de se dire que de la naissance à la mort, on se rend compte qu'on passe plus de temps avec les gens du taf qu'avec nos proches. Ouais, c'est vrai, mais de ouf. Et en fait, on a du mal à concevoir qu'une nouvelle vie de kiff total après 60 ans nous attend. Donc, le rapport au travail se dégrade au fil des années. Quand en 1990, 60% des actifs considéraient le travail comme un élément très important dans leur vie, en 2022, seul un actif sur 5 juge qu'il est important. Et par ailleurs, tu as une personne sur 2 qui considère ainsi le travail comme une contrainte plutôt qu'un épanouissement. Ça donne des démissions en chaîne, les refus des fameux bullshit jobs, une méfiance vis-à-vis des grandes entreprises, la préférence pour le télétravail, on en parlait tout à l'heure, et aussi, je sais pas, la réhabilitation des activités mensuelles, la réorientation en milieu de carrière, etc. En gros, bref, on est paumé et on se questionne sur le sens du travail, comme tu le disais. Mais c'est quoi au final un travail qui a du sens? Moi, je pense que ça pourrait vraiment être une épreuve du bac de philo parce que c'est hyper complexe. Déjà, le sens, en fait, c'est une notion difficile à définir étant donné qu'elle est hyper relative à chacun. Pour moi, ça a du sens le journalisme, mais surtout dans le service public, mais je sauve pas des vies, donc j'imagine que pour d'autres, ça n'en a aucun, je sais pas. Mais on s'accorde quand même à dire que ça repose sur 3 socles. En gros, d'abord, ça repose sur le fait de
se sentir utile socialement. Donc ça peut passer par le fait de considérer faire quelque chose d'utile ou d'être fier de l'entreprise pour laquelle on bosse. Ensuite, il y a aussi une dimension de reconnaissance, justement on en parlait, et enfin aussi avoir la sensation qu'on se transforme soi. Donc ça peut être le fait de développer des connaissances, mais aussi d'organiser son boulot à sa manière ou de réaliser des tâches qui nous plaisent. Est-ce que vous, cette notion de sens, c'est un truc qui vous traverse l'esprit ou Ah mais totalement, Ouais, moi, totalement. Je suis hyper contente de vivre de ce que j'aime, de faire le métier qu'on aime. Et pour vous, ça a du sens? Mais totalement, parce qu'on justement on diffuse l'information, tu vois, on informe les gens. Même genre juste faire un taf qui va avec... moi, je fais un taf qui va avec la curiosité que j'ai dans la vie tous les jours. Bien sûr. Donc, tous les jours, je me lève pour apprendre des choses. Exactement. Genre, c'est trop bien. Et le soir, je suis là, je discute avec mes copines. Ouais. Et puis, il y a ce sentiment d'appartenance à une entreprise. Moi aussi, ça a beaucoup de sens. Mais ce qui est fou, c'est que pour 29% des Français, ils voient pas de sens dans leur travail. C'est quand même énorme. Et on nomme ce phénomène le brown out. Du coup, dans le lexique de l'électricité, c'est une baisse de tension. Et c'est un peu comme dans le nôtre, finalement, parce que dans ce contexte-là, ça caractérise le syndrome de l'épuisement d'un salarié par rapport à l'absurdité de ce qu'il fait. D'accord. Donc en fait, pour beaucoup, ce serait une conséquence du confinement, comme pas mal de nos mots d'ailleurs. Et du coup, cette période de nos vies aurait changé notre paradigme parce qu'on s'est retrouvé avec ce temps qui était suspendu d'un côté et aussi de l'autre, on a accédé à cette vision d'activité non essentielle. Et en fait, parfois, c'était des activités jugées non essentielles quand elles étaient attribuées alors qu'elles étaient chronophages pour les gens, qu'elles étaient parfois exigeantes, aussi parfois stressantes et épuisantes. Et du coup, tu te remets en question quand en fait, on te dit que c'est pas essentiel ce que tu fais. Ouais, je comprends. Et il y a l'urgence climatique aussi qui joue un rôle majeur. C'est un énorme conflit éthique pour certaines personnes, d'autant plus qu'aujourd'hui, en filigrane de cette quête de sens, les gens veulent plus réaliser individuellement, mais ils envisagent plutôt de mener des projets collectifs. Donc il y a 80% des jeunes qui considèrent que les valeurs d'une entreprise déterminent son attractivité et 70% choisissent leurs employeurs sur la base de son engagement environnemental. Et d'ailleurs, parmi tout ce beau monde, 43% des actifs envisagent quand même de quitter leur emploi pour un autre dans les 2 ans à venir. C'est fou. Déjà. Et c'est ce que détaille un rapport intitulé Du sens à l'ouvrage, comprendre les nouvelles aspirations dans le travail. Après, perso, moi, j'ai l'impression que cette quête de sens, elle n'a pas de sens. Parce qu'en fait, elle commence à sonner un peu comme une injonction qui fait pas plus de mal que de bien parfois. Trouve un boulot que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un jour de ta vie. On adore les aphorismes, surtout quand ça veut rien dire. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un qui se dit « Ouais, chouette, demain, je vais aller travailler ». Le travail, des fois, c'est quelque chose de pénible, qu'on est obligé de faire. Un truc qu'on retrouve le plus dans le monde aujourd'hui, c'est la quête de sens. La bouffe que je mange, les enfants, mon boulot, les vacances, les habits que j'achète, tout doit avoir un sens. Mais est-ce que ce sens ne serait pas un peu comme ces aphorismes qui veulent rien dire ? Trop de sens dans le mot sens. Trop de sens. Ça, c'était le docteur en neurosciences Albert Moukébert. Et en fait, ce qu'il dit, ça résonne vachement en moi. Et là, c'était dans un épisode de Psycho Boulot pour Welcome to the Jungle. Il expliquait aussi qu'il apparente cette nouvelle obsession du coup du sens à du bullshit pseudo-profond. Récemment, par exemple, j'ai vu qu'on a construit la première usine au monde qui est capable de capturer du CO2 de l'air et de le transformer en oxygène. Et évidemment, il se présente comme la seule entreprise qui a du sens. Et en fait, cette usine, ce qu'ils viennent de construire, on avait déjà ça s'appelle un arbre. Mais, dans cette quête de sens, on a voulu détruire, casser tout un terrain, construire une usine pour faire ce qu'on faisait déjà, sans devoir tout faire. Et cette course infernale, on la retrouve de plus en plus, tout le temps cachée sous ce vernis de nous on est responsable, nous on donne du sens, nous notre travail il sert à quelque chose, etc. Mais au final, est-ce que cette illusion de sens, ce bullshit pseudo-profond de la quête du sens, ne serait pas en train de nous déculpabiliser, de nous déresponsabiliser ? Vous, c'est quoi vos avis sur ce qu'il dit là? Moi, j'avais pas vu le truc comme ça. Mais je trouve ça cool de dire aussi aux gens qu'ils n'ont pas besoin de se remettre en question tout le temps et que si, juste toi, tu kiffes, enfin, même que tu kiffes ou que tu kiffes pas ton taf et que tu as juste envie d'y aller, faire tes horaires, rentrer chez toi et avoir ton autre vie Sachant de côté. Sachant que pour certains, le travail, ça a même pas de sens. Oui, dans voilà. le fait de travailler, c'est une obligation, on l'a pas choisi. C'est un truc, t'as ton salaire qui rentre à la fin du mois pour pouvoir faire tous les autres trucs que tu veux à côté. Et même limite te dégager du temps et faire des choses utiles ou pas, tu vois, parce que pareil, enfin... Ouais. Et puis on n'est pas obligé de servir à quelque chose à chaque fois. Hein. Grave. Ouais. Et on a aussi trouver, le droit de chercher du sens à tout, manque de sens. Ça n'a pas de sens. Du coup, on a le droit de ne pas être passionné par son emploi aussi, d'autant plus que tout ça, ça reste des questionnements de privilégiés. C'est-à-dire qu'en tant que haut diplômé, personne aisée ou politisée, t'as bien plus de facilité à prendre des années sabbatiques, à bifurquer, quitte à trouver une place à un endroit où tu te sens mieux, mais où tu es plus mal payé, comme tu le disais. Peut-être que quelqu'un qui galère, tu vois, et pour autant, quand tu
galère, que tu as un métier alimentaire, admettons, je sais pas, je sais pas quel métier on pourrait. Enfin, moi, j'ai pas envie de faire un jugement et dire ça n'a pas de sens, mais voilà, un métier, je sais pas lequel, mais ça peut avoir du sens pour toi en fonction de la narration que tu te racontes, tu vois. Totalement. Beaucoup plus que quelqu'un qui fait quelque chose comme cet homme-là qui construisait l'équivalent d'un arbre. Et au même titre que plusieurs activités hors travail ont du sens, comme le bénévolat. Et certains diront que c'est un travail gratuit, mais ça, c'est une autre question sur ce qui est un travail ou pas. Bah oui. Aujourd'hui, justement, tu parles du bénévolat. Il y a une grosse préoccupation, c'est comment concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle au quotidien pour trouver du sens à sa vie personnelle, justement. Et du coup, ça, les entreprises, elles en sont conscientes. Elles sont conscientes de cet enjeu et elles s'adaptent et elles développent des labels et des certifications RSE pour les attirer. Donc, je vous explique, en fait, un label ou une certification, c'est un engagement en faveur d'une ligne. Ça peut être une ligne de conduite responsable sur le plan humain, sociétal ou environnemental. Et aujourd'hui, comme les gens sont sensibles à travailler dans des entreprises qui partagent leurs valeurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver l'entreprise qui répond aux attentes, ça peut être un vrai critère de sélection. Parce qu'on peut, je sais pas, on peut avoir... je sais pas, on est intéressé par l'environnement, il faut que ça nous porte à... faut qu'on puisse travailler dans une entreprise qui partage les mêmes valeurs, etc. C'est de plus... Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est que ça, quoi. Moi aussi. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Il y a 50 ans, on travaillait après, l'objectif, c'était vraiment de taffer pour avoir des sous. C'est ça, nourrir la famille et puis basta, quoi. Et là, ça me tue parce qu'on dit qu'on veut que ce soit moins central, mais du coup, on le place au centre de tous nos questionnements. Carrément. Oui, on essaye de trouver un sens à tout. mais des fois, pour des questions débiles, genre, je veux me faire un piercing. Ouais, mais avec le taf, est-ce que ça va pas être un peu compliqué? Il y a plein de trucs comme ça. Mais ça, c'est un énorme sujet, on pourrait en parler. Même les cheveux, etc. Tout ça, c'est une vraie problématique. Et oui, vous inquiétez pas, restez branchés. Ce week-end, c'était le retour du concours de beauté annuel. Et depuis 48 heures, elle est la plus belle femme de France. La Miss Nord-Pas-de-Calais, Ève Gilles, a été élue Miss France 2024 samedi soir à Dijon. Miss France 2024 est et restera Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors depuis samedi, Ève Gilles, c'est notre Miss France 2024. Elle n'a que 20 ans et elle fait face à une sacrée vague de harcèlement, même du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Franchement, on lui apporte notre soutien parce que franchement, c'est hyper méchant, c'est gratuit. C'est tout le temps pareil. C'est un truc de fou, c'est tout le temps pareil. Mais là, cette année, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils sont montés un cran au-dessus. Alors, sa coupe de cheveux, c'est pas bon. Son corps, il est trop mince. J'ai l'impression que depuis samedi, on n'entend que ça. Et ça nous gave, en vrai, au même titre que la Miss qui s'exprimait ce week-end dans tous les médias. On l'écoute ici dans Quotidien. À 20 ans, Ève Gilles s'est distinguée notamment par sa coupe de cheveux courts. Notre nouvelle Miss à cheveux courts. C'est sa coupe de cheveux. Et ses cheveux courts. Et là, vous avez le droit de me dire que ça vous gave. Ça me gave. Ah, merci. Très bien. Alors maintenant, les photos. Les photos en maillot de bain prises en Guyane ont beaucoup fait parler. Vous avez reçu une vague de body shaming, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça. Est-ce que ça vous a vraiment touché ou pas du tout? Alors oui, ça m'a touchée. Je suis humaine, donc forcément je vois des critiques, ça me touche, mais j'ai su tout de suite rebondir parce que j'en ai parlé autour de moi. J'en ai parlé à mes parents, j'en ai parlé à mon comité Miss Nord-Pas-de-Calais et ils m'ont tout de suite aidé à aller mieux, à aller au-delà des critiques. Et c'est aussi ce qui m'a aidée là pour Miss France parce que je sais que je reçois énormément de critiques mais je ne les vois pas. Et je sais que je suis accompagnée par mon comité Miss Nord-Pas-de-Calais, accompagnée par la société Miss France. Et c'est ce qui m'aide à vraiment éviter de voir tout le négatif et tout ce qui ne va pas sur les réseaux sociaux. Franchement, c'est chaud. Elle n'a que 20 ans. Choupette. La pauvre. Moi, ça me fait grave de la peine, surtout que c'était censé être un des plus beaux jours de sa vie, tu vois. Bon, alors, en tout cas, pour ma part, j'ai jamais voulu être Miss. Bon, en même temps, j'ai pas du tout les critères nécessaires. Je suis pas la taille. Je fais archi pas 1m70. Tu lances un appel, là. C'est pas parce que... Faites Miss 1m60, s'il vous plaît. C'est pas parce qu'on te voit pas que... Aïe, c'est un recruteur dans la place. Non, mais en tout cas, je sais pas pour vous, mais je suis genre mal à l'aise devant les concours de beauté. Je sais Moi pas. aussi. Ouais, toi aussi. Ouais. Ah, ça me rassure parce qu'en fait. Moi, ça me cringe un peu aussi. Ouais, non, c'est ça en fait. Et surtout quand tu vois que chaque année c'est la même chose. Elles se font descendre par les gens sur les réseaux, tout le monde les juge. Oh, ça va C'est 2 clairement le minutes. but, en fait. Mais ouais, mais surtout, même les gens qui se réunissent sur Twitter, genre le soir de Miss France, clairement. Twitter, c'est trop... Le thème, c'est tailler les gens. Qu'on pardonne, mais c'est ça. l'enfer ce soir-là. Ah, c'est ça. X, plus Twitter. Pardon. Je suis désolée. Alors on parle des concours de beauté. D'ailleurs, les filles, vous savez que cette année, Miss France a fêté ses 100 ans.
Ok. Ouais, c'était ses 100 ans. Et d'ailleurs, parmi les temps forts de l'émission samedi, on retient l'hommage à Geneviève de Fontenay, qui a été du coup la présidente du comité Miss France pendant plus de 25 ans, de 1981 à 2007. Elle est décédée le 1er août dernier, mais elle reste quand même la figure emblématique de ce concours, clairement. Et on se souvient d'elle pour son caractère bien trempé et ses coups de gueule. Son chapeau. Et son chapeau, bien sûr, bien sûr. Et son maquillage bien, ouais. Je suis désolée, j'ai besoin de le dire. Et les sourcils, non. Du coup, Geneviève de Fontenay, elle avait une vision vraiment bien définie de la Miss France. On l'écoute en 1979 déjà. Disons que Miss France, ça doit être le reflet de la jeune fille française saine de corps et d'esprit. Pas décolorée. Nous essayons justement de supprimer tout ce qui est artifice. Nous interdisons les faux cils, les perruques, les faux seins naturellement. Maintenant, les maillots sont des maillots de nageuses, des maillots dits compétition. Donc de ce côté-là, on ne peut pas tricher. Mais disons que Miss France, ça doit être le reflet de la jeune fille française saine de corps et d'esprit. On se souvient aussi plus récemment de ses propos sur la possibilité d'une Miss transgenre. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse accoler transgenre à Miss France, parce que c'est tellement contre nature de toute façon. Pourquoi contre nature? Si, c'est contre nature, transgenre. Celui qui était à l'Eurovision, là, le français, il était transgenre. T'as vu sa réussite, hein? Non, mais c'est pas la question. Qui ça vous parlait de Bilal Hassani? Non, il n'est pas transgenre, Bilal Hassani. Bilal Hassani, c'est un homme. C'est pas, non, c'était une fille. Non, Bilal Hassani... Enfin, c'était un garçon qui était déguisé en fille. Oui, voilà, mais c'est... Les filles n'avaient pas entendu cet audio. Ah non. Et je les ai vues, elles étaient choquées. Mais vraiment, ouais, vous vous souvenez pas de ça? Ah si, on la connaît, la Geneviève, mais... Oh, la Geneviève, ouais, j'avoue. Ouais, tu vois, du coup... Elle m'a choquée, je suis estomaquée. J'ai vu vos réactions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les critères de sélection ont quand même été modernisés. Par exemple, une candidate peut se présenter quel que soit son âge. Elle peut être, pour le coup, transgenre. Elle peut être mariée, elle peut être mère, elle peut être tatouée. Mais c'est vrai que ces avancées ont vraiment pris du temps et n'auraient pas du tout été possibles à l'époque de Geneviève de Fontenay. Est-ce qu'on peut considérer, Florence, que les concours de beauté ont évolué avec leur temps? Au contraire, stop, ils ont fait leur temps. Dis-nous tout. Chaque mois de décembre, TF1 accorde un passe-droit à la France pour relooker sans honte et critiquer sur X, du coup, des dizaines de femmes en maillot et robe de princesse pour élire une nouvelle Miss. Les règles sont simples, juger ces femmes du coup qui ont un corps de rêve, et globalement on est face à des bombes, mais comme on dirait qu'elles ont toutes été produites en usine, celles qui ont le malheur d'avoir une mèche qui dépasse ou un œil plus grand que l'autre, elle est automatiquement considérée comme les grosses morues de la terre, quoi. Donc c'est horrible, mais bon. Est-ce que vous avez déjà envisagé de devenir Miss MDR, Miss 1m64? Mais quand t'étais enfant, tu savais pas la taille que t'allais faire? Non, je te jure, j'ai jamais rêvé de ça. Alors moi j'ai jamais été grande, mais Miss moins d'1m60. Et toi, Flo? Mais moi, à 8 ans, je pense, tu vois. J'imagine que je me disais, waouh. Mais après, moi, j'étais pas très princesse et tout, je pense. Toi, c'était la rue, toi. Toi, c'était les ballons toi, c'était les jeux vidéo avec tes cousins. Où ils me laissaient pas jouer, voilà. Donc toi, tu t'en rêvais. Un petit peu, je pense. Ça peut être un truc de rêve de petite fille, en vrai. Grave. Mais même, je suis sûre qu'il y a plein de petites filles qui regardent et qui sont émerveillées par les grandes robes, les couronnes, les talons, les coiffures et tout. Évidemment. Et moi, je me suis demandé si, avant Jean-Pierre Foucault, les concours de beauté existaient. La réponse est absolument. Entre la mythologie grecque, être élue la plus belle femme remonte à très longtemps, puisque c'est Aphrodite qui a été couronnée la première, dit-on. Ensuite, c'est un concept qui a Donc Aphrodite est fraîche. Bah ouais, skip selon les critères de beauté. C'est la déesse de la beauté. J'espère qu'elle l'est en tout cas. Mais du coup, c'est un concept qui a cessé d'évoluer jusqu'en 1920, première année du concours Miss France. Il s'appelait au départ la plus belle femme de France. Et la réponse à Miss, en fait, sonnait un peu trop américaine pour eux. Donc ils se sont dit non. C'était présenté par le journaliste belge Maurice de Walef, connu pour avoir dirigé Paris Match. Et le concept, c'est que en gros, c'est survenu après la Première Guerre mondiale. Alors lui, il a voulu faire oublier aux hommes les affres des tranchées. Et Miss France, par exemple, en 77, c'était ça. Bien, je dois dire qu'au début, j'ai eu du mal à faire la différence entre cette présentation et le salon de l'agriculture. À ce point-là? À ce point-là, ouais. Non, sérieusement, à l'heure où on parle de libération de la femme, on peut tout de même un peu s'interroger. Il était avant-gardiste. Ah, c'est fou les commentaires. Hein. Waouh. Ok, du coup, il a fallu attendre 1987, je crois, pour que le concours soit retransmis à la télé. C'est ça, dans la foulée, d'autres concours ont émergé, comme celui de Miss Europe en 28. Et pour les hommes, l'élection de Monsieur France se développe surtout dans les années 80, et c'est en 93 que devient le fameux concours
pas du tout Mister France. Et encore des décennies plus tard, les concours de beauté ne prennent pas une ride. Au contraire, les catégories pleuvent de Miss Sirène à Miss Camping en passant par Miss Prison. Oh Miss là Prison là. ouais. Moi, je crois que le meilleur, c'est Miss Camping, la vérité. Et ça, moi, Miss Prison, ça me tue. C'est là dans ta cellule, tu genre, tu penses que... Le défilé en maillot. En tout cas, les concours, ils se sont réinventés, tout comme les critères de beauté. Ouais, d'ailleurs, l'année dernière, Miss France a fait du coup voler en éclats certains critères, comme l'interdiction d'être tatouée, par exemple. Et en fait, le comité veut donner un vernis de modernité. Mais pour Fatina Benomar, du coup, elle, c'est un membre du collectif Nous Toutes, ça suffit pas, et elle exprimait au micro de Brut. En fait, plus il va se libéraliser, plus il va être inclusif, c'est-à-dire en admettant dans sa compétition des femmes de tout âge, de toute couleur, de toute forme, de toute taille, plus il va montrer que le concours en soi est absurde, parce qu'à un moment, quand on aura des femmes extrêmement diverses, comment les comparer les unes les autres pour trancher qui est la plus belle? Autant des concours artistiques ou sportifs, ça a un intérêt, il y a une compétition qui se base sur les compétences, sur la créativité, autant sur le physique des femmes, ça va être très très vite, je pense, de plus en plus ringardisé. Mais, en attendant, les jeunes femmes sélectionnées semblent toutes appartenir au même moule, malgré ces changements. Pour participer, il faut mesurer plus d'1m70. Sans talons. Ouais, sans talons. Ouais. Et Bah, ces c'est concours, en fait, continuent de véhiculer des normes de beauté. Sachant qu'en plus, ces changements, ils font suite à l'action en justice qui avait été entamée en 2021 contre le concours de l'association Oser le féminisme. Ouais. Et le truc, c'est que les concours de beauté sont critiqués depuis toujours. Et il y a deux écoles. Du coup, il y a celles qui disent que c'est un moyen de s'émanciper, c'est-à-dire que malgré le fait qu'elles soient mises en concurrence selon leur physique, il y a une mise en avant des qualités intellectuelles avec des questionnaires de culture G par exemple, et que ce sont des femmes qui s'en servent comme un tremplin pour se faire un nom et par la suite s'offrir des carrières, et on le voit, il y en a beaucoup qui deviennent journalistes et tout ou quoi. Et l'idée, c'est de jouer avec en gros un stéréotype pour en tirer quelque chose de positif. Et en fait, on le fait toutes dans nos vies, ça. Ouais, donc, ça permettrait genre une affirmation de soi en fait. Ouais, sauf qu'en parallèle, ça créerait aussi plein de complexes sur celles qui regardent notamment. Est-ce que vous êtes déjà comparé à ces Miss en se disant, oh putain... Bah, tu sais, quand on était plus jeune, en vrai, les formes et tout, c'était pas démocratisé, tu vois. Carrément. Et c'est vrai que c'était un peu la figure de la femme bien fine, bien grande, bien élancée, cheveux lisses, nanana. Ouais. Donc, moi, perso, quand j'étais petite, j'étais en mode somme un peu, j'ai pas les cheveux lisses, je suis pas grande, je suis pas élancée. C'est toujours pas le cas, mais en vrai, aujourd'hui, j'en suis fière, tu vois. Ouais, parce qu'il y a je peux plus de comprendre. représentation aussi, mais c'est vrai que je suis Bah d'accord oui. avec toi. Mais par contre, en 2000, quand Sonia Rolland a gagné, j'étais trop fière. Ouais. J'étais trop contente, première Miss Métis, en tout cas de ma génération. J'étais au top. Enfin. Et toi? Moi, déjà, j'ai jamais trop regardé. Je disais, j'ai jamais regardé une élection de Miss France. Ouais. J'ai jamais regardé entièrement. Mais le délire de se comparer, ça m'est jamais trop arrivé parce que c'est des gens tellement différents. Je comprends. De moi que je me disais, ouais. Enfin, genre, c'est comme si, je sais pas, moi, tu compares un chat et un chien, tu Ouais, vois non, ça. ouais, moi, je c'est trouve ça, que en fait. justement, c'est tellement différent, mais elles sont toutes pareilles que tu peux un peu te dire. En fait, c'est ça que les gens regardent, que les. Enfin, je sais Ouais, pas. Moi, je trouve que... moi, en fait, je me dis le truc de. Mais en fait, c'est des meufs qui existent pas. Tu vois, genre. Non, mais dans le sens où c'est des meufs super grandes qui font toutes la même taille, qui sont toutes très fines et tout. Et dans la vraie vie, quand tu regardes autour de toi, des filles comme ça, t'en as pas énormément. Ouais, c'est vrai. Et Enfin, ce qui est t'as drôle- de tout, en fait. Elles sont noyées dans. Wow. Le micro est tombé. Et toi, du coup, En tout Flo, cas, pas tant, mais je me suis quand même souvent dit qu'il n'y avait pas assez de représentation parce qu'elle est clairement limite. Et on observe du coup une universalisation des corps. Et la critique qui revient souvent, c'est que le concours est ringard aux yeux de certaines féministes, puisque justement les femmes, ils sont montrées comme des potiches et sont des candidates qui paradent sur un podium devant un jury. Parfait exemple de ces femmes objets qu'elles dénoncent alors qu'elles ont elles-mêmes des phases hyper problématiques, comme quand je sais plus laquelle disait qu'elle avait 27 piges et qu'elle voulait montrer que la beauté n'avait pas d'âge. T'as 27 ans. Meuf, t'es grave jeune, tranquille, tu vois. Après, c'est des femmes qui ont le choix et qui décident d'être là. Parce que être féministe, c'est aussi laisser les femmes faire ce qu'elles veulent, Flo. Bah ouais, mais selon ces féministes, c'est dangereux. À cause de la notion d'objectivation sexuelle, je m'explique, en fait, c'est un concept d'origine kantienne qui est central dans la pensée féministe. Et le problème, en fait, il se cantonne même pas qu'au concours de beauté. D'ailleurs, c'est le problème qu'on voit quand on se balade dans la rue ou quand on allume la télé pour regarder les Miss. Mais on voit que des corps de femmes hyper sexualisés avec une certaine morphologie. Et une des conséquences
violences les plus graves et les plus extrêmes, c'est que l'objectivation sexuelle, du coup, ce serait le terreau un peu des violences faites aux femmes. Sabine Lambert, elle est militante, elle expliquait, je cite, « Entre s'approprier verbalement le corps d'autrui, en se permettant par exemple de jauger de la fermeté des fesses et y mettre une main pour s'assurer de son jugement, en laissant cette main malgré les protestations d'une femme, il n'y a pas un fossé, mais c'est une continuité. » Donc en fait, c'est le début d'ensuite l'escalade de la violence. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est le début de se permettre de toujours faire un commentaire sur l'autre. Ouais. Et du coup, ce truc qui dit j'ai le droit de faire un commentaire et j'ai aussi un droit sur cette personne-là, tu vois. Exactement, alors que tu n'as absolument et aucun droit. C'est finalement en fait. une violence symbolique, tu vois. C'est pour ça que moi, je suis un peu, je pense, contre... Ouais, non, mais je comprends. Ouais, et du coup, en tout cas, ces émotions ont une portée bien plus politique et profonde que ce qu'on pourrait croire. Et ce qui est génial, c'est que certaines personnes utilisent les armes de l'adversaire, du coup, pour valoriser une spécificité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le format du concours de beauté est énormément investi pour représenter des sous-cultures, des groupes particuliers, des corps de métier, etc. Comme par exemple, avec le concours très marginal de Miss Plastic France. Ah oui, c'est les meufs qui ont fait de la chirurgie esthétique. Exactement, donc c'est une pratique qui n'est pas autorisée dans Miss France et elles veulent se disputer une couronne et c'est un moyen de se questionner sur les définitions même de la beauté en fait d'une certaine mesure. Exactement, c'est un moyen de se questionner sur les définitions de la beauté comme tu dis, parce que la beauté c'est subjectif déjà, premièrement, et en fait Miss Plastique ça a rien donné. Ça n'a jamais eu lieu en fait. Ah ouais? Bah non, ça n'a jamais eu lieu. En tout cas, ça devait être présenté par Jean-Michel Maire, je me rappelle, et Mila de télé-réalité. Oui, l'année dernière. Vous inquiétez pas, on va mener l'enquête. En tout cas, concernant Miss France, Flo, tu sais que ça continue quand même de plaire. Bah oui. Ce week-end, donc samedi, TF1 a fait un record d'audience. Alors, selon les données recueillies par Médiamétrie, l'élection de Miss France 2024 a fédéré en moyenne jusqu'à minuit, donc c'est quand même jusqu'à une bonne partie de la soirée, 7,54 millions de téléspectateurs. Et attention, la soirée a même enregistré un pic d'audience à 9,1 millions de personnes. Ouais, tout énorme. le monde a regardé juste France pour était critiquer. là, quoi. C'est ça, exactement. En vrai, moi, quand j'étais petite, je sais que j'aimais trop regarder parce que c'était carrément genre, je prenais des notes, les filles. Mais justement, c'est une tradition. Je prenais des notes, meuf. Genre sur les meufs. Oui, j'étais en mode moi, Miss numéro 1. En études de journalisme. Pareil, je faisais des tops et tout. Ah mais oui. Mais c'est une tradition en fait. Exactement. Mais par contre, tu vois, pour être honnête, je suis étonnée d'un tel carton encore en 2023. Pas moi, ça te rappelle des souvenirs, tu vois. J'aime plus, mais je suis là et je suis devant. Et parce que finalement, un peu comme l'Eurovision, quoi. Ouais, je comprends. Allez, les 19h48, vous êtes sur Move en direct de la pluie et le beau temps. Quand on a décidé d'aborder ce sujet des Miss, moi, il y a un son qui m'est directement venu en tête. En gros, dans ce titre, c'est Beyoncé. Elle parle de la pression, du diktat de la beauté en société, surtout pour les petites filles depuis le plus jeune âge. Et d'ailleurs, dans le clip de la musique, là, on voit les petites filles faire les fameux concours américains des mini-Miss. Vous vous rappelez ça aussi, c'est tout un sujet. Exactement. On vient d'écouter Pretty Hurts de Beyoncé, que je trouve assez intéressant pour le sujet qu'on va évoquer à l'instant. Parce que comme je le disais dans le lancement, dans ce titre, Beyoncé, elle parle du diktat, de la beauté, voire même de la perfection dans la société. Et même au-delà de ça, elle parle des concours de beauté. Elle dit justement que la perfection et l'impossible norme de beauté établie dans la société corrompent la nation. Et en vrai, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure quand on parlait de Geneviève de Fontenay. Elle avait une vision vraiment bien précise de la Miss France. Et on se souvient justement du scandale avec Valérie Bègue, la Miss France 2008. Leïla, tu nous en parleras un peu plus tout à l'heure. Mais en tout cas, Geneviève de Fontenay, pour elle, une Miss devait incarner des valeurs parce que Miss France, c'est un conte de fées. Et aujourd'hui, même si les critères ont évolué avec le temps, est-ce que pour le vivre, ce fameux conte de fées, Leïla, les Miss doivent être irréprochables? Bah ouais, parce que déjà, il y a plein de règles en fait à respecter pour pouvoir candidater au concours de Miss France. Donc il y a toutes les obligations physiques dont on a parlé tout à l'heure avec le fameux 1m70 sans talons. Mais en fait, il y a des règles de moralité qu'il faut à tout prix suivre et qui sont listées dans la charte éthique du concours et qui doit être signée par toutes les candidates. Ah ouais, il y a quoi dans cette charte? Des trucs assez basiques du genre une Miss France, elle doit pas être vue en train de fumer ou boire de l'alcool en public, d'exprimer ses opinions ou ses engagements politiques. Elle doit pas être vue aussi ou en train de tenir des propos violents ou d'être violente tout simplement. Normal. Mais est-ce que vous, par exemple, vous pourriez signer cette charte? Est-ce que vous pensez être moralement apte à être Miss? Mais non, pas du tout. Moi, c'est mort. Laissez-moi dans vos trucs de Miss. Et même c'est le concept. Je sais pas, t'as pas envie d'être censurée, de devoir faire gaffe à tout ce que tu fais. Mais surtout tes opinions. Moi, c'est le truc qui me choque le plus, le fait que tu sois pas obligée de
de revendiquer des trucs, tu vois. Ouais, non, franchement, non. Non, franchement, je trouve ça pas cool. Mais du coup, dans cette charte, il y a un truc qui m'a tapé dans l'œil, c'est la partie sur la réputation et le rapport à la nudité de la Miss. Ah ouais, c'est vrai que les candidates, elles doivent être irréprochables en termes de réputation, de moralité, mais ça veut dire quoi en fait, concrètement? En fait, justement, je trouve que c'est super flou et les candidates, elles n'ont pas le droit d'avoir participé, par exemple, à des shootings sexy, en sous-vêtements, avec des poses qu'on pourrait qualifier d'érotiques, tu vois. Mais en fait, cette partie de la charte, elle a causé des scandales allant jusqu'à la destitution de Miss, comme on parlait de Valérie Beg tout à l'heure. Ouais. Et en fait, elle était Miss France en 2008 et en fait, elle a été aperçue sur des... Enfin, aperçue, non, c'était une couverture de magazine où elle avait une petite tenue sexy et où elle léchait du lait. Ouais, ça avait fait polémique. Non, mais oui, ça avait fait polémique de ouf. Mais bon, ça va parce que, en fait, malgré le militantisme de la chef des Miss, donc Geneviève de Fontenay, elle a quand même... elle n'a pas été complètement destituée. Elle a juste été privée de concours internationaux. Mais en fait, 1 an plus tard, on a la Miss du coup Kelly Bochenko qui, elle, a perdu carrément son titre parce qu'elle avait posé pour le magazine Entrevue les jambes écartées. Oh, mais je m'en rappelle tellement. Mais attends, du coup, quand elles sont destituées, il se passe quoi? En gros, une Miss destituée, elle doit rendre tout ce qu'on lui a donné au moment de son couronnement, entre guillemets. Donc des super cadeaux. Mais de ouf, donc ça part. Une voiture et un appart. Mais ouais, donc il y a l'appartement porte-maillot qu'elle doit, elle doit rendre les clés. La voiture électrique qu'on lui offre, elle doit la rendre. La couronne sertie de pierres précieuses, les 10 montres, les valises, les robes, et elle doit aussi rembourser le voyage à Tahiti. Mais ils sont grave stricts au comité Miss France. Non mais oui, et en fait Miss France, elle doit incarner des valeurs conservatrices et rurales parce qu'en fait c'est la cible du concours la communauté rurale, pardon. C'était ça la France, tu vois. Non mais de ouf. Et surtout, faut pas oublier que la mission de Miss France, c'est d'aller rendre visite à des associations, à des événements sportifs locaux, mais aussi d'aller dans des concours d'élevage et d'agriculture. Mais en fait, ces dernières années, le protocole, il se veut un peu plus moderne, comme tu disais tout à l'heure, Flo. Donc il y a plus de limite d'âge, les tatouages sont tolérés mais doivent être cachés. On peut être en couple, on peut être marié, on peut avoir des enfants. En fait, on pouvait pas avoir d'enfants et même être célibataire. Enfin, t'es obligé d'être célibataire, c'est un truc de ouf. Ouais. Et du coup, je trouve que l'élection d'Ève Gilles, dont on parlait tout à l'heure, donc la nouvelle Miss France, elle va grave dans le sens de cette modernisation du concours. Comment ça? En fait, déjà, ces discours, je trouve qu'ils rompent de ouf avec la candeur des Miss précédentes, qui se décrivaient toutes comme douces, rigolotes, extraverties, etc. Et elle, par exemple, elle se décrivait comme fonceuse ou comme une guerrière qui est décidée un peu à aller où elle veut aller, malgré les obstacles et tout. Et du coup, pour le jury, sur qui repose quand même 50% des voix, je trouve que c'est la candidate qui rentrait le plus dans le storytelling de la Miss France moderne. Là, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, justement, ce storytelling dont tu parles, ça peut aussi passer, par exemple, par des prises de position. Ouais. Et justement, ça avait secoué une élection en 2017, c'était au Pérou. Vous vous en souvenez ou pas? Ouais. En fait, il y avait 23 finalistes qui avaient dénoncé les violences faites aux femmes en direct. Et ça, c'était quelque chose qui était devenu viral parce que ça n'avait jamais été vu dans un concours de beauté. Ça n'a pas encore été vu en France, il me semble, du coup. Alors qu'ils ont une plateforme de ouf, tu vois. Ouais, clairement. 9 millions, 9 millions d'audience. Concrètement. C'est clair. T'imagines les messages que tu pourrais diffuser? Clairement. Mais là, ils diffusent des messages, mais je trouve je trouve que c'est un peu... Et c'est parce qu'on leur demande d'être plus profond aussi qu'ils le font. Ils disent, vas-y, c'est bon, on a rempli notre part du... Ouais. Non, je suis d'accord. En tout cas, concernant Ève Gilles, du coup, notre Miss France 2024, c'est vrai qu'elle a fait de sa candidature le symbole de la diversité féminine. Et elle a bien raison. Et en tout cas, nous, la seule chose qu'on lui souhaite, c'est une excellente année de Miss. Et force à elle, parce que franchement, les commentaires... Qu'elle profite du voyage, de la voiture. Qu'elle s'enjaille, elle a bien compris. Elle a tout compris. Elle n'a que 20 ans et croyez-moi, elle va s'en rappeler toute sa vie. Alors là, on va parler écologie et d'un sujet qui nous concerne absolument tous, c'est l'eau. La semaine dernière, de l'eau jaunâtre qui coulait dans les robinets a été signalée dans certains quartiers de la métropole de Bordeaux. Et du coup, ce serait un phénomène lié aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Ce qui s'est passé, c'est que la consommation d'eau potable a été temporairement déconseillée avant d'être rétablie. Mais c'est cette information qui nous a donné envie, avec Florence et Leïla, de nous interroger véritablement sur les problématiques de l'eau qui vont nous concerner dans les années à venir. Parce que oui, les gars, c'est vraiment sérieux cette histoire. Vous le savez aujourd'hui, bien sûr. L'eau, c'est un défi majeur pour le 21e siècle. Entre les pénuries, la mauvaise qualité de l'eau, encore le manque d'installations d'assainissement, tout ça, ça a un impact négatif sur la sécurité alimentaire et la santé. Bref, du coup, l'eau, c'est vraiment une ressource vitale à protéger et à gérer pour le bien de tous. Déjà, juste au niveau national, là, je parle juste de la France métropolitaine. Dans un premier temps, en août 2023, près de 120 communes ont connu des difficultés d'accès à l'eau potable. En juillet, selon le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, 62% des nappes phréatiques qui, je le rappelle, quand même, sont les principales
principales ressources d'eau potable en France, elles étaient à des niveaux très inquiétants. Et je termine aussi en vous disant qu'au 31 juillet, il y a une trentaine de départements métropolitains qui étaient en niveau de crise de sécheresse. Est-ce que vous vous rendiez compte, les filles, que les problématiques environnementales, ça concernait aussi la gestion de l'eau? Bah ouais, en vrai. L'eau, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et du coup, c'est un secret pour personne, parce que si les hommes continuent la pollution et à négliger l'eau, que nous, déjà, on a la chance d'avoir de manière hyper potable, et on a cette chance-là, bien que d'ici quelques années, la situation sera critique. Et justement, la disparition de l'eau, c'est quelque chose qu'on prédisait déjà en 1974. Et c'est René Dumont, le premier candidat écologiste à l'élection présidentielle, qui en parlait. À l'époque, il avertissait du risque de pénurie d'eau potable dans les prochaines décennies pour l'ensemble de l'humanité. Effet qui est un peu cocasse. En 1976, donc 2 ans plus tard juste, la France a été confrontée à une grande sécheresse. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Alors déjà, si la situation était critique en 1976, je vous laisse clairement imaginer en 2024 ce que ce sera. Déjà, là, je parle que de la France métropolitaine. Vous le savez, la France, c'est aussi les dom-toms. Et donc, dans les dom-toms, on trouve la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, les îles de Wallis et Futuna et bien sûr Mayotte. Et justement, concernant Mayotte, aujourd'hui, les habitants font face à une pénurie d'eau potable et malheureusement, les conséquences pour la population sont extrêmement lourdes. On parle de restrictions dans les usages de l'eau ou encore de fermeture des écoles. Encore une fois, ce sont des mesures qui révèlent les inégalités d'accès aux services publics dont est victime à toute une partie de ce territoire français de l'océan Indien. Et pourquoi, Leïla, tu vas nous expliquer pourquoi il se passe tout ça encore à Mayotte? Alors déjà, pour comprendre d'où vient cette crise de l'eau, il faut comprendre en fait le réseau d'eau à Mayotte. Et du coup, tout ça dépend des eaux de surface. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, tu vas nous expliquer. En fait, c'est les eaux qui sortent pas des nappes phréatiques, mais de la pluie ou des rivières. Et en gros, elles sont retenues. Enfin, tout ça, c'est les réserves. Oula, je me mélange. Mais et tout ça, en gros, c'est des réserves qui se remplissent pendant la saison des pluies et qui assurent 80% des distributions d'eau sur l'île. Et du coup, les 20% qui restent, ça vient d'où? Ils sont produits par des usines de dessalement. Enfin, il n'y en a qu'une seule sur l'île. Et en fait, donc, ils dessalent l'eau de mer et qui la rendent potable. Mais en fait, avec le réchauffement climatique, les saisons des pluies, elles se raccourcissent et les périodes de sécheresse, elles s'étendent. Et du coup, les réserves, elles sont presque vides. Et en novembre, le taux de remplissage, il était à 6%, alors qu'il devrait être à 80%. Et c'est alarmant. Et le manque d'eau, il se fait vraiment ressentir parce que Mayotte s'est développée et industrialisée très vite. Et par exemple, le bâtiment consomme chaque jour 500 mètres cubes sur les 27 000 mètres cubes d'eau consommée par tout le territoire. Ouais, surtout que c'est clairement pas la première pénurie d'eau à Mayotte en fait. Ouais, il y en a eu une en 2016 et en fait après cette crise, le gouvernement il a débloqué un budget pour augmenter la production d'eau potable, donc de l'usine de dessalement, mais en fait l'usine elle était pas en super état, donc ça a été impossible d'augmenter le volume d'eau produit. Donc les travaux pour augmenter la capacité de production d'eau ont été reportés à cette année, mais on sait tous qu'il va falloir du temps pour que la population elle ressente les effets concrets de cette augmentation de volume, quoi. Ouais, mais du coup comment on fait pour s'organiser sur place là-bas? Alors en gros, la préfecture de Mayotte, elle a mis en place ce qu'elle appelle des tours d'eau. Donc elle divise l'île en 4 secteurs et l'eau y est courante, chacun son tour, tout simplement. Et donc les habitants de ces zones ont de l'eau qui coule de leur robinet 18 heures tous les 3 jours. Donc vous imaginez, c'est chaud. Ouais, non, c'est atroce. C'est chaud. Et même, c'est des conditions de vie qui sont invivables, surtout pour un pays comme la France qui est censé garantir un accès à l'eau à tous ses citoyens et tous ses habitants. Mais en plus de ça, en fait, les plannings, ils sont pas toujours respectés et l'eau, elle revient parfois pendant la nuit. Donc, pour être sûr de pas la rater, il y a plein d'habitants qui laissent les robinets complètement ouverts. Oh. Et je vous laisse imaginer le gaspillage que ça peut faire. Ouais. Et en fait, ce gaspillage-là, à ce gaspillage-là, on peut ajouter les fuites à cause du système de tuyauterie qui est trop défaillant et qui est trop vieux. Et du coup, c'est responsable d'un tiers des eaux perdues selon Oxfam France. Du coup, si je comprends bien, il faut attendre son tour pour avoir de l'eau et la stocker pour les 3 prochains jours? Exactement. En fait, c'est super contraignant parce qu'il faut remplir tous les contenants qu'on peut imaginer. Donc des bouteilles en plastique, des seaux, des bassines, des cuves. Et tout ça pour la douche, la vaisselle, la cuisine. Enfin, on se rend pas compte à quel point on a besoin de l'eau dans tous les gestes de notre quotidien. Quand on a une coupure d'eau, je sais pas, à 9h chez toi le matin, on est au bout de notre vie. Mais c'est clair. Toute ta journée, elle est conditionnée par le fait que t'aies pas d'eau, quoi. Affreux. Et du coup, ça pose surtout un gros problème sanitaire, parce qu'en fait,
l'arrêt de distribution d'eau pendant plus de 2 jours, ça favorise le développement des bactéries dans la tuyauterie. Ah ouais, mais attends, du coup, les conditions d'hygiène se dégradent complètement. Ouais, et surtout dans les foyers les plus pauvres. Je rappelle que Mayotte, c'est quand même le département le plus pauvre de France. Ouais. Et donc, des foyers précaires, il y en a beaucoup. Et en fait, une bactérie qui se propage à cause des eaux, ça peut vite tourner au drame, parce qu'en plus de ça, l'accès aux soins, c'est un défi constant à Mayotte, et en partie à cause du manque de moyens et des difficultés de recrutement de personnel soignant. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Le gouvernement, il a abandonné Mayotte, il compte faire quoi là pour ça? Déjà, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il a abandonné Mayotte depuis longtemps. Et en fait, la crise de l'eau, c'est vraiment la goutte de trop, si je peux me permettre. Ouais, bah oui. Mais le ministre délégué chargé des Outre-mer, donc Philippe Viguier, il a promis début novembre qu'on distribuerait 1 litre d'eau à chaque habitant de Mayotte. Mais ça me paraît super compliqué d'organiser des distributions d'aussi grande ampleur. Et puis le port de Mayotte n'est pas immense. Donc déjà, la capacité d'accueil, elle est limitée. Il faut aussi penser aux conséquences écologiques de l'arrivée en masse de ces millions de bouteilles en plastique. Tellement. Bref, dans tous les cas, c'est pas gagné. Il va falloir trouver des solutions plus durables, je pense, pour régler la pénurie d'eau à Mayotte. Bah carrément, surtout que la persistance de la sécheresse, ça va encore plus réduire la disponibilité de l'eau du robinet dans les semaines à venir. Oui. Donc déjà ça c'est catastrophique. Et surtout concernant la distribution des bouteilles d'eau gratuites. Alors déjà je précise qu'aujourd'hui elle est limitée à 50 000 personnes. Ouais, et il y a déjà des mais. Ouais, il y a déjà des mais. Et surtout va falloir, comme tu disais, surveiller les conséquences écologiques. Déjà pour info, Mayotte c'est un territoire qui est entouré de récifs coralliens. Et les coraux ça joue un rôle de refuge pour une grande partie de la biodiversité marine. Déjà à titre d'information c'est quand même 25% des animaux marins connus qui y habitent. Du coup la pollution plastique ça va entraîner quoi? Ça va entraîner l'acidification des océans, ce qui va blanchir les coraux et ça peut même entraîner la mort des espèces marines, plus les effets dramatiques que ça pourra entraîner sur la biodiversité qui en dépend. Alors malheureusement cette solution temporaire de distribution d'eau en bouteille en plastique, moi je pense que ça risque surtout d'aggraver à nouveau le problème. En fait, on va régler un problème pour en créer un autre qui a déjà en plus, en amplifier un autre. C'est ça, pour moi c'est pas une bonne solution de fournir du plastique là. Non. Et aujourd'hui avec les filles on s'est intéressé au cas de l'eau. Au cas où vous ne le saviez pas messieurs dames, la pénurie d'eau touche actuellement près de 700 millions de personnes dans 43 pays. En 2025, donc presque l'année prochaine, on peut le dire, presque l'année prochaine, 1,8 milliard de personnes vivront dans des pays ou des régions touchées par une pénurie d'eau complète et les 2/3 de la population mondiale pourraient vivre dans des conditions de stress hydrique. Les conditions de stress hydrique c'est la possibilité de ne plus avoir d'eau. Alors aujourd'hui, on se doit vraiment d'adopter une attitude responsable face à notre consommation d'eau. C'est vital parce que c'est l'apport quotidien à notre survie. Du coup, notre consommation joue un rôle important dans le poids de notre empreinte carbone individuelle. On a clairement tous un rôle à jouer sur l'avenir de notre planète. Et parmi ces gestes, il y en a un qui est très simple. Arrêtez de consommer du plastique. Voilà, je peux pas le dire 10 000 fois en plusieurs langues. Quand je parle de plastique, je parle des bouteilles d'eau, bien sûr. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu que l'eau du robinet était moins bonne que l'eau en bouteille. Vous l'avez déjà entendu, évidemment. Oui. Toute notre vie, exactement. Je sais que moi, dans ma famille, ils achètent des packs d'eau. Moi, j'ai un souvenir aussi quand j'habitais avec ma mère. Clairement. Mais en tout cas, c'est faux parce que l'eau, c'est quand même le produit alimentaire le plus contrôlé. Et Flo, c'est quoi les conséquences écologiques de la consommation d'eau en bouteille? C'est clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a fait cette blague ce soir. Très jeu de mots ce soir, les filles. Tout le long. Mais du coup, un Français sur 2 continue de consommer de l'eau en bouteille plutôt que celle du robinet, alors qu'on a tous de l'eau potable jusque dans nos chiottes chez nous. Clairement. Est-ce que vous, c'est votre cas, les filles, ou plus du tout? Ah mais flemme d'acheter des packs, c'est trop lourd. Ah non, moi je... moi chez moi je bois l'eau du robinet maintenant. Ouais, robinet gang, clairement. Moi justement je trouve ça hyper absurde que une personne sur 2 continue de le faire, sachant que souvent ça repose sur des croyances qui sont totalement fausses, comme tu le disais So. Par exemple, l'argument qui ressort le plus est que l'eau du robinet serait plus polluée. Mais pas du tout. Et je pense que si c'est Jamie qui le dit, ce sera encore plus convaincant. Bien sûr qu'on peut la boire, cette eau, même si elle n'est pas parfaitement pure. D'ailleurs, une eau pure à 100%, ça n'existe pas. L'eau de pluie, quand elle traverse le sol, elle est filtrée, mais elle se charge aussi d'autres éléments. Du calcium, par exemple, quand elle traverse, comme ici, du calcaire ou du fer, quand elle touche à du minerai. L'eau de pluie, elle ruisselle sur les champs où les agriculteurs ont pu déposer des engrais qui contiennent du nitrate. Eh bien, s'il y a trop de nitrate, les plantes ne peuvent pas tout assimiler et on retrouve le nitrate dans l'eau. On trouve aussi des herbicides que nous utilisons pour désherber nos jardins. Alors rassurez-vous, tout ceci est strictement contrôlé. On contrôle plus de 60 paramètres.
J'aime trop la voix de Jamie. Mais moi, ce que j'aime trop, c'est le bruit de l'eau derrière. Genre un peu ASMR, là, j'aurais pu m'endormir. Et résultat, c'est l'aliment le plus contrôlé de France, donc n'ayez crainte. Et oui, n'ayez pas peur. N'ayez crainte, comme dirait Jamie. Et du coup, finalement, l'eau en bouteille, elle est moins safe. Bah exactement, elle contient des microplastiques. En fait, c'est un énorme piège pour les animaux marins parce qu'en bref, certains meurent étouffés, tandis que d'autres les ingèrent. Et des microplastiques qui finissent par remonter en fait la chaîne alimentaire et se retrouver directement dans nos estomacs. Super. Ouais. Et c'est carrément un enjeu de santé publique parce que chaque semaine, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Ah, c'est dingue, et principalement via l'eau qu'on boit, mais aussi dans une moindre mesure via la nourriture consommée et notamment les crustacés ou encore l'air qu'on respire. Incroyable. Et du coup, réduire et même supprimer l'utilisation du plastique, notamment en ne consommant plus d'eau en bouteille, on le répète, et ben ça permettrait de diminuer la présence de microplastiques dans les océans. Mais oui, d'autant plus que certaines eaux en bouteille sont archi-minéralisées et donc c'est pas conseillé d'en avoir un usage quotidien. Et du coup, comment on fait si on n'aime pas le goût de l'eau du robinet parce qu'à Skip, elle a un goût? Déjà, on est hyper précieux, mais c'est pas grave. Si jamais, pour neutraliser le goût potentiellement désagréable de l'eau du robinet, du coup dû au chlore, il existe une solution très simple qui est de la faire respirer en la laissant au frigo en fait. En plus, ça fait des économies. Mais vraiment, parce qu'en fait, l'eau du robinet compte en moyenne 0,03 centimes le litre, ça fait 2 € par an, alors qu'une eau en bouteille compte 40 centimes le litre. Et du coup, si tu fais le calcul, tu économises plus de 200 € minimum par an. Mais en fait, il faut savoir que l'eau en bouteille, c'est un énorme marché. En 50 ans, c'est devenu un secteur économique majeur qui fait partie de ceux qui croissent le plus vite au monde, avec un bond de 73% entre 2010 et 2020. En 2021, il était estimé à près de 270 milliards de dollars pour 350 milliards de litres vendus. Et les ventes devraient encore doubler d'ici 2030 pour atteindre 500 milliards de dollars. Bref, ça donne le vertige. J'avoue. Et chaque minute, il s'écoule aujourd'hui dans le monde plus d'1 million de litres d'eau en bouteille. Ça fait beaucoup de chiffres, mais juste c'est dantesque en gros tout ça. Surtout, bonjour la pollution. Bah oui, l'industrie de l'eau en bouteille a produit en 2021 environ 600 milliards de bouteilles et autres contenants en plastique, soit 25 millions de tonnes de déchets. Et donc 85% ne sont pas recyclés parce qu'en fait, on recycle très 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 mal le plastique. Okay. Et accrochez-vous, mais en gros, c'est l'équivalent du poids de 625 000 camions de 40 tonnes. Donc en fait, c'est assez de camions pour former une longue file ininterrompue de New York à Bangkok. Non. Ouais. C'est dinguerie. Attends, on en fait même un produit de luxe. Mais oui, dans les épiceries fines, il y en a même à Paris où j'ai vu ça. Un rayon est désormais dédié aux eaux premium. MDR. Donc en gros, ce sont des bouteilles vendues entre 3 et 7 € en moyenne. Elles sont produites à base de roches volcaniques, de charbon, de sève de bouleau et même parfois mises en bouteille à la pleine lune. C'est fou la rage. Elles sont conseillées par des water sommeliers. Non. Sommeliers de l'eau. Mais je suis désolée, mais on parlait des métiers inutiles, mais ça c'est une arnaque. Ça c'est une. Je suis. Non, mais ça par contre, c'est des arnaqueurs. T'es en train de me dire que le boug il est payé pour goûter l'eau? Exactement. Et pour te conseiller, en mode, la robe est belle. Elle est transparente comme la gergue. Et du coup, ça doit coûter une mais blinde. autre chose lunaire aussi, je vous laisse deviner le prix de la bouteille la plus chère du monde d'eau. D'eau? 70 €? 70 €? Allez, vas-y, moi je vais dans le plus 1 000 €. Attendez, mais 52 000 balles. Florence, pour de l'eau? Florence, tu mens. Non, je veux Mais moi, 52 000 €. Hallucinant. Mais t'achètes, tu te rends compte tout ce que tu peux faire avec 52 000 €? C'est incroyable. Après, c'est quoi une ça? bouteille, mais je sais pas, 10 minutes, c'est Mais fini. attends, mais c'est de quoi, l'eau. ouais. Mais l'eau, elle a un goût. Non, c'est fou. C'est de l'eau qui a le goût de l'eau. De l'eau. Incroyable. Je peux pas y croire. Mais très pur apparemment, tu vois. Bon, en tout cas, j'espère que j'ai convaincu les plus sceptiques que l'eau du robinet, c'était top et que vous comptez tous offrir du coup des gourdes à Noël. Allez, c'est parti. Ouais, exactement. En tout cas, le 17 mars 2022, juste avant la journée mondiale de l'eau qui est le 22 mars, il y a un rapport de l'Université des Nations Unies qui a dénoncé l'exploitation industrielle de l'eau qui se fait justement au détriment de l'accès à l'eau potable. En fait, c'est un rapport qui a dressé le tableau des tendances et des impacts de cette industrie via des données issues de 109 pays. Et justement, tu le disais tout à l'heure, on a appris qu'1 million de bouteilles d'eau est vendue chaque minute avec une consommation annuelle estimée à 350 milliards de litres. Allô, vous nous entendez? C'est énorme. Allô. Non mais allô quoi. C'est allô EAU. Oh, bravo Léla, très jeu de mots ce soir. En vrai, favoriser même les gourdes en verre
comme nous. Voilà. C'est réel. Et franchement, c'est bien parce que ça tient la fraîcheur. Vous êtes pas d'accord? Du coup, on est dans le téléachat. Code promo, la pluie et le beau temps 15. Qui dit fin d'année dit l'heure du bilan ou encore des rétrospectives. Chaque année, c'est la même chose. Spotify qui a commencé en 2018, je préfère le dire, c'est eux qui ont commencé. Spotify a compilé, analysé et partagé les bandes-sons de l'année de ses 551 millions d'utilisateurs. Sur Spotify, en décembre, on peut savoir nos temps passés à écouter de la musique, nos artistes, les podcasts et nos titres préférés de l'année. Et il y a même une nouveauté cette année, c'est le récap qui se termine par un message de l'artiste qu'on a le plus écouté. Vous les filles, c'est qui l'artiste que vous avez le plus écouté cette année? Moi, c'est Hamza. Hamza, ok. Et toi, Flo? Moi, c'est La Femme, comme tous les ans, j'ai l'impression. Depuis 2018, Spotify, ils ont pas de fidèle. problème avec elle, ils prennent la même. Et t'as reçu un petit message de Marlène. Ouf. Chanceuse. C'est stylé. Non, c'est cool. J'ai pas Spotify. J'ai Apple Music, désolé. Il y a pas de rétrospective sur Apple Music? Ouais, mais je l'ai pas fait. En vrai, je l'ai même pas vu. Je savais même pas pour vous dire, à part quand on a préparé. Ouais, bah tu vas le faire là. Ouais, je vais super sympa. Je vais le faire à la pause et je vais vous le dire. Ok, vas-y. Du coup, c'est vraiment devenu la mode, ces rétrospectives, voire limite une tradition de fin d'année. Et du harcèlement. Parce que c'est vrai que les gens kiffent se remémorer quand même ce qu'ils ont fait dans l'année. Et comme Spotify a d'être ça, clairement, ils ont lancé une mode. Et ben, beaucoup d'entreprises l'ont copié. Aujourd'hui, parmi ceux qui proposent les rétrospectives de fin d'année, il y a Apple Music, du coup, mais il faudra que je regarde, Deezer ou même YouTube. Depuis 2021, c'est la SNCF qui propose, écoutez-moi bien, sa rétrospective MDR. Très jeu de mots. Moi, j'aime beaucoup cette vague. Je vous le dis, totalise. C'est sympa. Sympa. Du coup, c'est la rétrospective avec le nombre de kilomètres parcourus en train. Il y a l'application aussi pour apprendre les langues, vous savez, Duolingo. Exactement. Il y a PlayStation, il y a Nintendo Switch pour les constructeurs de jeux vidéo. C'est devenu vraiment un truc viral à tel point que le plus récent date d'hier et c'est le journal Les Échos qui s'y est mis. Mais du coup, ils proposent quoi comme rétrospective? En fait, Les Échos, les abonnés peuvent connaître précisément leurs habitudes de consommation et leurs thématiques favorites dans les articles abordés par la rédaction. Il y a les catégories économie, entreprise, politique, internationale, tech, start-up, RSE, management et culture. Donc, ok, moi je trouve ça intéressant franchement. Ouais, savoir même ce qui t'intéresse le plus et tout, sympa. Ouais, du coup à partir d'hier, parce que ça a été lancé vraiment hier le 18, près de 400 000 personnes ont reçu un mail les invitant à découvrir leur rétrospective Les Échos de 2023. Alors du coup, comme je le disais, quelle que soit l'entreprise, à chaque fois ça marche, clairement, parce que la technique elle est simple. On a juste à mêler les habitudes personnelles de l'utilisateur, son usage global de l'application ou du site pendant toute l'année. On lui envoie juste un petit remerciement avec bien sûr des contenus qui sont prêts à être partagés sur les réseaux sociaux et hop, voilà, ça tourne à fond sur les réseaux Insta, Thread, genre t'as capté, je suis là. Nouveau réseau, on est à la page ici. X, Twitter, Snap, j'en passe, bref, sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, je tiens à le dire, Flo, c'est la première qui nous a envoyé sa rétrospective Spotify sur notre groupe WhatsApp. Ça a été la première, la semaine dernière. Je suis vraiment une cliente, quoi. Exactement. Et c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que tu te considères comme une cliente de cette méthode qui utilise la nostalgie comme outil marketing? Parce que clairement, moi je te le dis, c'est du pur marketing ciblé. Tellement. Mais 56 000 minutes de musique écoutée, tant de kilomètres. Enfin, c'est le genre de mail qui m'envahit en ce moment. Et c'est assez fun, mais franchement, ça sert à quoi? C'est tout con, mais en fait, ça sert à susciter de l'émotion chez nous, de la nostalgie plus particulièrement. Et du coup, apparaît soit une pointe de regret ou bien des sentiments agréables du style ah, le bon vieux temps. Est-ce que ça marche sur vous ou pas aussi? Je suis pas Niancli à ce point, mais moi ça marche ouf sur moi. Surtout là, le délire de musique, moi j'associe grave genre un son ou un album à une période de ma vie et tout. Et là, quand j'ai eu ma rétrospective, j'étais en mode ah ouais, punaise, dans cette année, c'est passé tout ça. Mais même moi, je l'ai pas mal partagé. Et tu sais, même ça me ramenait à mon début d'année. Enfin, c'était trop cool. Et en fait, ça, c'est la magie du marketing de la nostalgie. Exactement. Du coup, c'est une stratégie de vente qui date des années 90 et qui a jamais autant fonctionné qu'aujourd'hui parce qu'en fait, elle rassure vachement lors des périodes de crise. Et en fait, selon les psychologues, la nostalgie, c'est un médium pour se connecter avec son passé et se sentir plus ancré dans sa propre identité. Donc, elle peut nous aider à traverser des moments de stress et d'incertitude et en nous procurant en fait un sentiment de sécurité et de familiarité dans un monde où en fait tout fout le camp. Tout fout le camp. Non mais clairement, d'autant plus que la nostalgie, ça contribue vraiment à offrir un passé genre idéalisé et ça filtre aussi les émotions négatives. Ouais, c'est ça. Tout comme on n'a pas forcément besoin d'avoir vécu quelque chose pour en être nostalgique, tu vois. Ça s'appelle la nostalgie historique. Exemple, quand tu regardes un film comme La Boum par exemple. Ah ouais. Moi je suis en mode ah c'était mieux avant. Alors que vraiment j'ai été La Boum.
En tout cas, l'ambition, c'est de provoquer une réaction émotionnelle. Ça peut être un engagement, un achat, un partage, un téléchargement. Et en gros, le marketing de la nostalgie permet de faire réagir sa cible, mais aussi susciter son adhésion. Ça, c'est vraiment efficace. Hein. Ouais, totalement. On le voit avec de nombreuses marques, notamment dans les industries de l'alimentation. Je pense à Nesquik, moi perso. Ouais. De la mode aussi, avec le retour du string qui dépasse, les coupes mulets et tout ça. Avec tous les retours, elle nous a choisi les... coupe mulet. Stop. Moi, la Ça coupe revient. mulet et le string qui dépasse, j'étais sûre et je savais que Flo, elle allait évoquer ça. Je sais pas pourquoi. Non, mais c'est sûr que c'est son délire, la coupe mulet. T'aimes Je vais bien? rien dire. T'aimes bien ou pas? Oui, j'aime bien. Bah voilà. Ça dépend sur qui, mais Est-ce qu'on je est peux choqués? aimer. Non. On commence à la connaître, vous inquiétez pas. Bon, et en tout cas, des médias aussi, les campagnes marketing qui font appel à la nostalgie ont tendance à avoir un impact émotionnel plus fort que les autres types de campagnes parce qu'elles font remonter des émotions hyper profondes chez les consommateurs. Il y a 26% des gens qui ont déclaré que s'ils pouvaient faire du shopping dans n'importe quelle décennie, ils retourneraient dans les années 2010, 21% dans les années 2000 et 20% dans les années 90. Vous, Par ce contre, serait les quand années 2010, pourquoi Mais par contre, faire? pour acheter une snapback, les slim, mais rouges, les t-shirts, les Victoria, ouais, les mais feuillons, mais arrêtez. les feuillets, les kéfiers, les caporas, t-shirts, les là. chasseurs. Mais pas du tout en fait. Moi, je 2010, te jure que je peux pas y Bah, croire. vous retournerez quand vous Bah, dans les années 90. Ah ouais, de ouf. If Ouais. you wanna be my lover. Moi, je trouve ça hyper hypocrite. Genre, tu vas regarder un magazine comme ça, tu vas entourer ce que tu vas acheter. Enfin, c'était trop pratique de faire du shopping. Oui, mais il y avait plus de trucs jolis que 2010. Tu vois tes photos de collège, t'aimes comme t'étais habillée? Franchement, mais mon MDR. petit slim et tout, ouais. Ouais, Laissez-moi vomir, c'était CMB, atroce. Pas du tout. Moi, je jamais. suis désolée, je considère que tout le collège, j'étais indisponible tellement je considère que c'est une époque. Genre, je pense que c'est les photos de classe desquelles j'ai honte, vraiment. Genre, primaire, tu te dis, vas-y, je suis mignonne, et au pire, t'es mal habillée, vas-y, c'est la faute de C'est ta la mère. daronne, tu t'as vois. Collège. 2010, j'avais des doudounes sans manches, je mettais des lunettes, je faisais c'est des trop photos bling. chou. Jamais de la vie, ça va pas quoi. Moi, Non, pas franchement, du tout. j'aime bien, j'adore. Mais en tout cas, Non. quoi Moi, qu'il- j'accepte pas. L'approche du temps des fêtes, c'est pas une période anodine pour se replonger dans ses bons souvenirs pour ces marques, puisque c'est un moment de climax de la nostalgie, Ouais. entre du coup bilan perso de l'année et peut-être souvenirs joyeux de repas de famille, de Noël ou quoi. Mais en tout cas, apparemment, le sentiment de nostalgie, on l'a à 80% pour tout le monde, 2 ou 3 fois par semaine. Vous êtes hyper nostalgique ou pas? 2 ou 3 fois par semaine. Ouais, apparemment. Non. 80% des gens, ouais. Nostalgie, c'est forcément des trucs qui étaient super loin. Non, tu Parce peux que être moi, des fois, nostalgique je suis. d'avant-hier, hein. Bah, moi, des fois, je suis nostalgique d'hier en mode. De la putain, semaine dernière, hier, c'était hein. une trop bonne journée. Là, aujourd'hui, je suis là, je galère, là, je pleure et tout. Bah si on part de ce principe-là, oui. Enfin, hier j'ai dormi, j'ai fait une vraie grasse mat, c'était lourd et tout. Non, Voilà, je suis nostalgique de dimanche, quoi. J'ai Bah, jamais entendu ça, mais ok. partons tout de cas, ce principe-là. non, oui. ça aurait des vertus pour la santé mentale, comme l'expliquait Christophe André sur France Culture. Longtemps, on a surtout mis l'accent sur les aspects négatifs de la nostalgie. Tristesse, repli, difficulté à accepter le présent. Mais aujourd'hui, on s'intéresse aussi à ces dimensions positives, car de nombreux travaux ont montré que dans ses formes normales, la nostalgie comportait de nombreux bénéfices. Elle permet le rappel à la mémoire et donc le renforcement de souvenirs heureux qui vont nous faire du bien. Elle peut nous pousser à agir pour réactiver ces souvenirs. Par exemple, après avoir pensé à mon enfance, à rappeler de vieux amis d'école, décider de revenir visiter ma région natale. Elle nous aide à mieux savoir qui nous sommes et à développer notre identité narrative en nous reconnectant aux moments forts de notre passé qui nous ont construits. Elle nous apprend à accepter la dimension doucement tragique de la vie humaine, le temps qui passe et qui ne revient pas. Non, mais lui, il est nostalgique de quand il était énergique. Mais arrête. Non. C'est la meilleure punchline de la soirée. Mais moi, je suis désolée, mais les là, il est extraits comme ça, 20h30. Mais non, mais moi je le trouve hyper apaisant, c'est hyper positif. Bon. Mais justement, ça va être capable de stimuler les mécanismes de la résilience. Du coup, en tout cas, il y a des chercheurs japonais de l'université de Tokyo
qui ont observé l'impact par IRM sur le cerveau du visionnage d'images associées au passé et ils ont révélé une activation de la mémoire et du circuit de la récompense impliqué dans la sécrétion de dopamine, et dopamine qui est l'hormone du plaisir. Ouais, attends, il y a même une étude qui est allée plus loin parce qu'elle a stipulé que ça pourrait même nous aider à mieux tolérer la douleur. Ouais, cette fois menée à l'université de Pékin. Donc des scientifiques ont mesuré l'activité cérébrale de 34 volontaires adultes divisés en 2 groupes. Du coup, les participants du premier groupe, ils ont visionné des images censées leur faire ressentir un souvenir nostalgique. Tu vois, c'était un personnage de dessin animé, un bonbon populaire, un jeu de cours d'école ou quoi. Et le deuxième groupe, lui, il a vu défiler des clips random de la vie de tous les jours. Et au même moment, tous les volontaires, ils ont été exposés à de la douleur physique. Du coup, chez les personnes qui ont regardé des images de vidéos induisant un sentiment de nostalgie, ça fait vraiment un effet analgésique. Donc ils n'ont pas du tout eu la douleur, pendant que les autres avaient juste mal. Et du coup, si vous avez mal au bide, par exemple, après les fêtes, remontez dans vos pellicules et tout ira mieux. Merci Dr Flo, t'es vraiment exceptionnel ce soir. Mais vraiment, la nostalgie, ça marchera toujours. Avec Flo et Leïla, on fait le point sur la vague de rétrospectives qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en fin d'année depuis 2018. C'est l'année où Spotify a lancé la mode, voilà. Flo, toi, tu viens de nous expliquer pourquoi la nostalgie, c'est le meilleur des outils marketing. Et justement, en parlant de musique, j'ai une petite question. C'est quoi votre son de l'année? Un son genre qui vous rappelle un bon moment en 2023? Moi, son bien lover désespéré dans sa vie. Ouais. Sans toi, Monsieur Neuve, vraiment mon son de l'année. J'ai tout donné, mais tu ne penses à nous. J'ai tout donné, mais tu me rends walou. Ok, on valide. Fort. Toi, Florence, c'est quoi? Je pense qu'on peut aussi dire un son de lover. Il y a de l'amour, peut-être. C'est juste que c'était le premier son dans ma rétrospective Spotify. Je me dédouane un peu. Je pense pas que ce soit mon son de l'année, mais étrangement, c'est celui que j'ai écouté le plus. D'accord. En tout cas, c'est Baise-moi de Terre Noire. C'est du Flo. Et ce soir, tu veux bien passer chez moi. J'ai très envie de te voir, très envie d'être avec toi. On peut jouer à ne rien se dire du tout. Moi, puce, bouche cousue, se baïonner, faire du cul. Et bah voilà. J'espère que mes voisins feront sourd, car la musique de l'amour. Le moment choisi, évidemment. Et toi, Moi, j'en ai eu plusieurs, mais en vrai, je vais vous dire mon son de l'été parce que franchement, je l'écoute en boucle et en plus, je l'écoute en très très bonne compagnie. Ça me rappelle vraiment des bons souvenirs, donc allez, ouais, c'est Petit Génie. Ouais, Ça s'enjaille en régie, hein. Et qu'on achète vêtements. Ça, c'est vraiment mon son de l'été. Et quand je l'écoute, j'ai le sourire direct. Tu vois, voilà. C'est ça la nostalgie. Grave. Alors, ils sont marrants Spotify parce que ils nous utilisent quand même gratuitement. Parce qu'au final, tout le monde a reposté sa rétrospective sur les réseaux, etc. Mais en vrai, faut pas oublier que dans tout ça, ils ont utilisé nos données personnelles pour les réaliser. Ouais. Mais là, est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs comment font ces entreprises pour exploiter des résultats aussi précis vraiment sur nos habitudes de consommation? Déjà, il faut savoir que les résultats aussi précis sur nos goûts musicaux, ils sortent pas de nulle part. En gros, Spotify, il collecte nos données tout au long de l'année pour nous proposer des playlists et des artistes qui correspondent à nos goûts. Mais en fait, la ligne entre personnalisation de contenu, expérience unique et respect de la vie privée, elle est quand même super mince. Ouais, je vois. Mais du coup, pour commencer, déjà, les données personnelles, c'est quoi? Alors, en fait, c'est pas des données comme les autres parce qu'elles renvoient à des informations qui permettent d'identifier une personne. Et en fait, les données personnelles, c'est les choses qu'Internet conserve quand on accepte les cookies sur un site. Les fameux cookies. Voilà. Est-ce que vous acceptez les cookies automatiquement Non. ou est-ce que vous lisez les conditions générales de vos applis? Je lis aucune condition, mais je refuse tous les cookies par contre. Ah ouais? Mais parfois, t'es obligé de. Des fois, t'es obligé, sinon le site il bug, tu vois. MyTF1, tu peux pas regarder la Starac si t'acceptes pas les cookies. Ça, je le sais. Donc, moi, je fais comme ça en fonction de quand je peux ou pas y accéder. Ouais, c'est ça, pareil. Putain, moi, je lis rien. J'accepte tout. Moi, ça se trouve, il y a des trucs de fou, hein. Ça se trouve, il y a écrit on vous prend 15 000 €. Autorisé. Laissez-moi. Du coup, quand on accepte les cookies comme moi, et en fait, on donne accès à notre âge, notre localisation, nos goûts, nos comportements d'achat, ou encore notre état de santé, nos préférences idéologiques ou politiques selon les sites ou les applis. D'accord. Et du coup, en plus des données qu'on accepte, il y a aussi des données qui sont collectées à notre insu. Ouais. Évidemment. Et en fait, ces données-là, elles donnent des renseignements encore plus précis sur nos comportements. Et en fait, c'est ce qu'expliquait un chercheur numérique qui s'appelle Philippe Puchéral. Et en fait, il disait qu'une application comme Waze, du coup, est capable de savoir si une personne vit, où une personne vit
maladie, par exemple, et si elle travaille, par exemple, et admettons que cette personne, elle se rende toutes les 3 semaines au centre de lutte contre le cancer de sa région, et ben l'application, elle en déduira que la personne, elle est malade ou qu'elle a un proche malade, donc vous imaginez à quel point ça va loin. De base, on parle d'un GPS. Ouais. Donc, est pas censé savoir tout ça. De toute façon, on enregistre dans nos favoris notre adresse et le travail et tout. Tu vois. Et même si même sans avoir enregistré, le fait que toutes les semaines t'ailles au même endroit, bah, c'est quelque chose qui est notifié. Ça fait trop peur. Et en fait, pour Spotify, c'est pareil, on déduira qu'une personne qui écoute beaucoup de comptines, bah, elle a un enfant, ou qu'une personne qui a des playlists avec des musiques très rythmées, bah, elle fait du sport. MDR. Trop drôle. Et du coup, les données personnelles, en vrai, c'est grave pratique pour les entreprises pour en apprendre plus sur leur potentiel consommateur. Ouais, en fait, c'est un peu l'or du 21e siècle, genre le pétrole. Okay. Et en fait, c'est carrément devenu des actifs financiers stratégiques et des entreprises se sont même spécialisées dans l'achat de données personnelles. Et les clients de tout ça, c'est les sociétés de ciblage publicitaire qui recueillent du coup toutes ces données et ciblent les centres d'intérêt des internautes. Et c'est pour ça que par exemple, si on cherche un lave-linge, et tous les sites sur lesquels on va aller après, on aura des bannières de pubs de lave-linge partout quoi. C'est pour ça qu'il y a des meufs qui disent parler dans l'hôtel de vos mecs en disant la voyage, bague de fiançailles, voyage aux Maldives. Mais du coup, il y a un moyen de contrôler tout ça parce que ça fait peur déjà de savoir que des entreprises savent tout de nous, même sans qu'on le sache. Ouais. En fait, il y a le RGPD. Donc c'est le règlement général sur la protection des données qui existe depuis mai 2018. Et en fait, c'est un texte européen qui a pour objectif de protéger les internautes et les États des entreprises sur Internet. Du coup, c'est grâce à ce texte qu'on a le choix d'accepter ou non les cookies. Mais bon, si vous êtes comme moi et que vous les avez pas et vous acceptez. Mais bon, je pense que la plupart des gens, ils sont comme moi en vrai. Non, les gens sont méfiants. Je suis sûre qu'ils préfèrent dire je n'accepte pas que j'accepte. Ah non, moi je suis sûre que c'est le contraire. Tellement il y a des sites qui fonctionnent. Il y a des sites qui fonctionnent pas si t'acceptes pas. Si, mais moi, à part MyTF1, je vois pas. Mais bien sûr que si. Des fois, t'as des sites de vêtements où les images, elles chargent pas si t'acceptes pas les cookies. Eh oui, le marketing, Florence. Trop naïf. Donc au final, les entreprises, elles finissent toujours par récupérer ce qu'elles veulent. Clairement. Et en fait, donc le RGPD, ça encadre le traitement des données personnelles en Europe tout en contrôlant le droit au respect de la vie privée des citoyens. Et en fait, c'est l'instrument de la cybersécurité qui doit vraiment être indissociable de la protection des données, à mon sens. Et du coup, est-ce que ça vous fait peur qu'on exploite nos données comme ça ? Mais à qui ça fait pas peur ? C'est ça la question. Mais après, d'un côté, parfois, je me dis, ça me fait peur. Pourquoi, en fait ? Moi, en fait, j'ai du mal à rendre ça concret, tu vois. Genre, je me dis, qui on est pour que ça nous fasse peur que... Oui, je sais pas. Mais après, peut-être que ça nous pose pas de problème parce que pour l'instant, ça a des fins publicitaires. Mais je pense qu'il y a pas que le commerce qui va rentrer en jeu là-dedans et que peut-être que plus tard, on aura ça avec des labos, peut-être des partis politiques, etc. Ça me dépasse totalement. Mais moi, j'ai du mal à visualiser en gros ce qu'on peut en faire concrètement et à quel point ça peut nous nuire aussi. Exactement. Moi, j'ai hâte de voir. Enfin, non, peut-être pas hâte, mais je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont faire de ces données dans les années à venir, tu vois. Imagine, ils créent des clones. Des clones de nous et tout, à partir de ces données-là qu'ils envoient dans d'autres planètes. Non, franchement, moi, ça me fait peur de ouf. Ça me fait peur de ouf. Bah, moi, j'ai du mal à visualiser ce qui me fait peur, quoi. Du coup, pour l'instant, je suis en mode autoriser les cookies. Du coup, un petit conseil de Flo, Leïla et moi-même, refusez les cookies. Ouais, pas tous. Ou lisez au moins avant d'autoriser. Un minimum semblant, la famille. En vrai, ça vous prendra quelques minutes. Comme moi, quoi. Ouais, voilà, faites comme Flo. À part si vous voulez regarder la Starac. Exactement. Mais sur YouTube, au pire, non ? Sur YouTube, la Starac. Il n'y a pas des trucs en rediffusion et tout ? Ah, c'est MyTF1. Ah, j'ai de la pub un peu bizarre là, je sais pas. M6, non, je sais M6, non, Netflix. Ce soir, elles sont déchaînées, elles m'ont fatiguée. Parce qu'en fait, il y avait un petit cocktail avant. Non. Allez, il est 20h50, la pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. On est désolé, on vous quitte.